Mais bonjour à tous. Ça nous fait... Bonjour. Ça nous fait très plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour cette session numéro je ne sais pas combien d'Octo Academy Lite. 18, numéro 18, sur Lean Startup aujourd'hui. Donc dès le début on vous le dit, va pas y avoir de code, c'est pas vraiment une session pour les geeks. Va y avoir de la théorie, des morceaux de retour d'expérience, on va essayer de vous faire participer aussi. Le but pour nous c'est que vous partiez avec un maximum d'outils, d'idées, de pratiques qui vous permettent à la fois de démystifier Lean Startup et à la fois de le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Voilà la promesse de la session. Voilà, donc avant de se présenter, pourquoi on est là en fait, Christopher et moi, ça fait à peu près un an qu'on a lancé une petite application en interne chez Octo. C'est une application qui sert à accélérer, améliorer la veille dans une entreprise pour la communauté. Donc c'est tout simple, c'est une application qui permet de partager du contenu, de le qualifier et puis de recommander du contenu à lire assez rapidement. Donc ce produit, on l'a fait en Lean Startup. On est convaincu que le Lean Startup ça marche. On a aimé faire du Lean Startup en faisant ce produit. Donc on a envie de vous en parler. Voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va, pendant la présentation, on va vous donner quelques exemples qu'on a vécu nous avec ce produit. Donc moi je suis Jérémy Venezia, je suis consultant tout d'abord chez Octo Technologies et je suis aussi responsable technique de l'application Alcurator, dont je viens vous de parler. Donc je suis développeur principal sur l'application. Et donc moi, Christopher Parola, je suis consultant à Octo Technologies également. Je suis plutôt en train de me spécialiser sur tout ce qui est product management, dont la méthodologie Lean Startup fait partie, et je suis le product manager sur le projet Alcurator. Donc Alcurator, ça a été notre projet un petit peu bac à sable, c'est là où finalement on s'est amusé, on a mis en place les pratiques qu'on voulait tester. On va vous en parler pas mal, parce que c'est le retour d'expérience principal qu'on a. On fait aussi des choses, c'est des clients, mais c'est un peu plus confidentiel pour le moment. Donc on vous parlera principalement de ça. Alors ce qu'on a imaginé, nous, c'est pourquoi est-ce que vous allez venir écouter des gens vous parler du Lean Startup. On s'est dit, vous avez sûrement beaucoup d'idées, ça peut arriver, et pas beaucoup de temps. Donc vous êtes peut-être des personnes qui repoussaient souvent des choses, vous avez des nouvelles idées de business. Souvent les idées de business comme ça, elles naissent le samedi soir avec ses amis dans un bar, on s'en rappelle le lendemain, mais on se dit non, j'ai pas vraiment le temps de le tester, donc j'irai pas jusqu'au bout, je le ferai pas. Vous avez peut-être constaté aussi qu'il y a des très très bonnes idées qui existent, mais qu'elles n'amènent pas forcément des clients. Les solutions techniques, vous les avez vues, vous vous êtes dit mais c'est fou ce qu'ils arrivent à faire, mais en fait il n'y a personne qui l'achète aujourd'hui. Donc vous avez déjà dû entendre des gens vous dire le marché n'était pas prêt. Peut-être aussi vous ne savez pas par où commencer pour tester vos idées. Juste vous en avez plein et vous ne savez pas trop par quoi commencer. On ne connaît pas vraiment vos profils. Est-ce qu'il y a des gens qui sont techniques dans la salle? Ok, majorité. Pas technique, du coup, les autres. Il y a technique et pas technique dans notre monde, c'est assez binaire. Ok, bah, ça tombe bien, on devrait réussir à parler à... on devrait réussir à vous parler à tous. Donc notre ambition, c'est que vous ne vous posiez plus ces questions, qu'en tout cas vous sachiez quoi faire si vous vous posez ces questions un jour. Donc, vous nous direz à la fin si on a rempli notre mission. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir ce que c'est Lean Startup, parce que c'est un beau buzzword qui est vraiment très à la mode actuellement. On va voir comment est-ce qu'on peut documenter un business model avec un outil qu'on appelle le Lean Canvas. Je parlais de buzzword, on va en employer plein. Arrêtez-nous, coupez-nous s'il y en a qu'on emploie sans s'en rendre compte. On peut faire des traductions en français aussi, il n'y a pas de problème. Le Customer Development et ses outils, donc c'est une autre partie du Lean Startup. Et comment réaliser au plus vite la boucle d'apprentissage. Donc là c'est Jérémy qui nous en parlera et il nous expliquera comment on peut développer au mieux un produit en suivant ces méthodes-là. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est Lean Startup? J'ai fait simple, j'ai ouvert la première page du livre, The Lean Startup, qui a été écrit par Eric Ries en 2008. Et dans la première page du livre, Eric il nous dit le Lean Startup, c'est simple, c'est appliquer la pensée Lean au processus d'innovation. Rassurez-vous, on ne va pas s'arrêter là, c'est un petit peu vague. Dans Lean Startup, il y a évidemment Lean et Startup, vous l'avez tous. Qu'est-ce que c'est les principes du Lean qui sont appliqués dans le Lean Startup? Le premier principe du Lean appliqué dans le Lean Startup, c'est le just-in-time. En fait, on va réaliser vraiment le minimum de choses, on va essayer de minimiser notre effort en permanence, au moment où cela est nécessaire pour maximiser notre impact. On va piloter par la mesure tout notre projet, donc en fait, dès qu'on va réaliser quelque chose, ça sera quelque chose de mesurable et qu'on va prendre le temps de mesurer. On va essayer d'accélérer notre temps de cycle, donc l'objectif c'est d'aller au plus vite, au plus proche des clients.
Donc on va essayer de mettre en place toutes les bonnes pratiques de qualité pour réduire ces temps de cycle. Et on va faire des prédictions qui sont mesurables. En fait, on va aller plus loin. On va se dire qu'une action dont l'effet ne peut pas être mesuré, elle sert à rien. Si on fait des actions et qu'on n'est pas capable de voir quel est l'impact de notre action, autant pas la faire. Du coup, on a vu pour le Lean. Qu'est-ce que c'est une startup? Une startup, toujours pour Eric Ries, c'est un groupe d'individus qui a été constitué pour créer un nouveau produit ou un nouveau service dans des conditions d'incertitude qui sont élevées. Donc il n'a pas parlé de geeks dans leur garage, il n'a pas parlé de technologie, il vient vraiment de parler d'un groupe d'individus qui va créer quelque chose dans un environnement qui est très incertain. Si l'environnement était certain, on serait plutôt dans le monde de l'entreprise en fait. On aurait déjà un business qui est viable, on connaît les actions qui nous amènent de l'argent, là on ne le sait pas. Alors Eric Ries, il s'est pas levé en 2008 un matin en se disant j'ai une super idée, je vais faire le Lean Startup. En fait, il s'est appuyé sur pas mal de choses. Pour moi, c'est les 4 livres aujourd'hui, si vous vous intéressez au sujet, qu'il est bon d'avoir lu ou de lire. Il s'est basé sur Steven Gary Blank, qui a écrit un livre qui s'appelle The Fourth Step to the Epiphany. On va rentrer dans le détail de ce livre-là dans notre deuxième partie. En fait, c'est ce qu'on appelle le Customer Development, qui est détaillé dans ce livre. Vous aurez les slides après, ne vous inquiétez pas, vous aurez les slides. Vous avez Alex Osterwald, qui lui a dit on va arrêter de faire des business models en 60 pages, en se mettant dans une pièce pendant des mois, et en fait on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Eric Ries, qui a packagé tout ça et qui a ajouté aussi des éléments qu'on va voir. Et aujourd'hui, c'est Ash Maurya qui pousse beaucoup le côté pratique du Lean Startup. Donc je trouve que dans le Lean Startup, c'est mon avis personnel, on a beaucoup de théories sur comment on va faire les choses. Dans Running Lean d'Ash Maurya, on a beaucoup de pratiques. La version française vient de sortir, si jamais ça vous intéresse, ça se lit toujours un peu plus vite que les versions anglaises. Donc l'apport principal d'Eric Ries et du Lean Startup, c'est cette boucle. Donc si y a des personnes parmi vous qui se sont déjà intéressées au sujet, vous avez déjà dû la voir, cette fameuse boucle. C'est la boucle du Build, Measure, Learn. Alors Eric, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on a plein d'idées, c'est super. Ces idées, ce qu'il va falloir faire avec ces idées, c'est construire des éléments. Ces éléments, lui, il parle de produits. Moi, je vais vous dire que c'est pas forcément un produit, c'est quelque chose qui nous permet de mesurer. Donc, c'est pas forcément une réalisation technique, c'est pas forcément un bien physique. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir des mesures, d'obtenir des données et d'apprendre. Tout ce qu'on va construire, c'est dans un objectif d'apprentissage. On est une start-up, on cherche à apprendre des choses. Et ces apprentissages, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont venir influencer nos idées. Donc, en fait, on rentre dans une boucle qui est vertueuse, puisque plus on construit de choses, plus on apprend de choses, meilleures sont nos idées, en théorie. Une autre chose que nous dit Eric Ries, c'est qu'on va tout mesurer, ça vient du Lean comme je vous le disais tout à l'heure. Ça c'est une conviction qu'on a avec Jérémy aujourd'hui, c'est dans une équipe qui dit qu'elle fait du Lean Startup. Les membres de l'équipe disent plus « je pense que », parce qu'on a tous des bonnes idées, on a tous des convictions, mais en fait on dit « je vais mesurer que quelque chose ». Donc le « je pense que », mon idée se transforme en produit qui va nous permettre d'avoir des mesures et des apprentissages. Pour la petite anecdote, au début du produit, avec Curator, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on était vraiment comme ça, on avait tous les deux des bonnes idées, on était convaincus, mais non, je pense que cette feature, il faut la faire comme ça. Les gens ils voulaient discuter comme ça, on se disputait souvent comme ça. Et à un moment, on s'est dit, bon, il faut arrêter d'avoir des... Enfin, il faut avoir des convictions, mais il faut arrêter d'être catégorique comme ça, et on va se dire, ok, on a une idée, on va l'essayer, on la mesure, si ça marche, on continue. Et maintenant, c'est notre cheval de bataille, on fonctionne que comme ça. On dit plus je pense que, mais je mesure que, et on le fait vraiment. Alors, je ne sais pas s'il y a des détracteurs du Lean Startup dans la salle. Des fois, quand on fait ce genre de présentation, c'est marrant, il y a aussi des gens qui connaissent et qui n'aiment pas du tout ça. Ce qu'on entend souvent comme argument, même l'argument principal qu'on entend, c'est si Steve Jobs avait utilisé le Lean Startup, il n'y aurait pas d'iPhone. Ça, c'est le classique. Vous allez l'entendre au moins un jour si vous dites que vous avez fait cette formation. Alors, en fait, le Lean Startup, ce n'est pas une méthode pour trouver plein de nouvelles idées. À la base, on a une idée et on va aller rentrer dans Seek, Build, Measure, Learn pour la tester. Donc c'est pas une méthode qui est génératrice d'idées. Même si on l'a vu dans la boucle, la dernière partie c'est apprentissage, donc ça vient quand même influencer nos idées. Mais à la base, on a déjà une idée. C'est pas un moyen de gérer l'innovation de rupture. Cette innovation qui est complètement orthogonale à ce que tous les gens connaissent, et si on leur avait mis dans les mains cet objet, ils auraient dit non mais j'en veux pas. L'innovation de rupture, c'est la fameuse phrase de Ford qui dit si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Lui, il a fait une voiture. C'était l'innovation de rupture. S'il était allé voir les clients et qu'il était entré dans ce type de cycle, c'est pas certain qu'il sortait sa voiture. Et c'est pas utile si on n'est pas prêt à apprendre.
c'est une méthode qui rend vraiment humble en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va poser des hypothèses, on va avoir des mesures, et il faut être prêt à recevoir les conclusions de ces mesures, même si nous on a des convictions, à un moment donné les mesures elles disent ce qu'elles disent, et il faut être prêt à apprendre de ces mesures, il faut être prêt à accepter de se tromper. Jusqu'ici c'est bon? N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions en cours de route. Alors, on va commencer par la première étape. J'ai une idée, je vais imaginer un business model. Parce que finalement, mon idée, je ne vais pas juste la développer pour rigoler. Là, on est vraiment en train de parler de... on a envie de monter une startup derrière, on se dit qu'on a l'idée du siècle, on a envie d'avoir plein de clients, on a envie de gagner de l'argent. Donc finalement, on va avoir un business model. Une startup, on l'a dit, c'est un groupe d'individus qui travaillent dans un environnement qui est très incertain. Du coup, ce groupe d'individus, il passe sa vie à gérer des risques. Des risques au sens d'Ashmoria. Un risque, c'est un état d'incertitude dans lequel certaines des possibilités impliquent une perte, une catastrophe ou tout autre résultat indésirable. En fait, on se lance sur un marché qui est incertain. Au final, on n'est pas sûr que le produit qu'on va faire est le bon. On n'est pas sûr qu'il y ait des clients. On n'est pas sûr qu'on sache leur parler. On n'est pas sûr qu'ils vont payer. Tout ça, on n'en sait rien. En vrai, quand on a notre idée, qu'on est dans notre salon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de manager des risques. On va les catégoriser. On va dire qu'on a 3 grands types de risques. Le risque produit. Est-ce que ce que je suis en train de réaliser répond bien à un problème, répond bien à un besoin? Le risque client. Est-ce que je suis bien en train de réaliser la bonne chose pour les bonnes personnes? Est-ce que je vais savoir discuter avec ces personnes? Est-ce que je vais savoir les trouver? Et les risques marché, une fois que j'ai un produit qui apporte de la valeur, est-ce que je suis certain que la valeur est suffisante pour faire rentrer de l'argent dans mon entreprise? Et est-ce que mes coûts ne sont pas plus élevés que l'argent qui va rentrer dans mon entreprise? Le code couleur est important, c'est pas juste une fantaisie, c'est après on va le retrouver. Alors, pourquoi faire un Canva plutôt qu'un business model? Parce que dans la dynamique de Lean Startup, ce qu'on veut, c'est passer plus de temps dans l'action que finalement dans la réflexion. On va quand même réfléchir, on va quand même prendre le temps. Ce qu'on va essayer de faire ensemble juste après, c'est construire un Canva qui présente un business model ensemble. Donc on va essayer de vous faire participer. Et vous allez vous rendre compte que ça ne va pas prendre 6 jours en fait. On va rester dans les temps de la présentation, ça va prendre une vingtaine de minutes. On aura un premier Canva, un premier business model qu'on pourra aller tester. C'est aussi un outil donc, qui est rapide, qui est concis. C'est juste une matrice, donc au final on va devoir choisir vraiment avec précaution les mots qu'on va mettre dedans. Ça va être très important. Partageable, c'est très facile de l'imprimer, de le montrer à quelqu'un, de lui dire regarde c'est ça mon business model, qu'est-ce que tu en penses? Et qui aligne l'équipe. Toute l'équipe va être alignée derrière ce business model. Je pense que j'ai fait assez de teaser pour le Lean Canva, c'est le moment de le voir. On va rentrer dans le détail de toutes ces cases. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà à l'aise avec ce Canva? Non? Si? Ok. Bon, mais super, parce qu'on va le décortiquer, donc c'est très bien. Ce qu'on voit sur le Canva, on retrouve des cases qui correspondent au risque marché, on retrouve des cases en bleu qui correspondent au risque produit, on trouve des cases en vert qui correspondent au risque client. Donc ce Canva, il nous permet aussi de voir les risques qu'on essaie d'adresser dans notre startup. Ce Canva, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a 9 cases. Il y a une seule case qui traite de la solution. Et ça, c'est extrêmement important dans la pensée Lean Startup. En fait, ce qu'on dit, c'est votre produit n'est pas le produit avec un P majuscule. Au final, si vous vous levez demain matin en vous disant je vais faire une nouvelle application qui, par exemple, permet aux gens de réaliser facilement des CV, c'est l'exemple qu'on va prendre pour remplir ce Canva ensemble, ben vous êtes dans la solution. Ça, c'est le produit que va réaliser votre startup. Pour Dropbox, on imagine l'outil d'échange qui permet aux gens d'échanger des fichiers. Ça, c'est le produit de Dropbox. Mais en vrai, quand Dropbox s'est lancé, ils avaient toutes ces cases à remplir, ils avaient tous ces risques à adresser, et finalement, pour la startup Dropbox, le vrai produit qu'ils avaient, c'était le Lean Canva. C'est sur ce produit, sur le Lean Canva, qu'ils ont posé des hypothèses, c'est sur ce Lean Canva qu'ils ont itéré, ils en ont fait plusieurs, ils les ont testés sur leur marché. Donc en fait, quand nous, ingénieurs, régulièrement, on est dans la solution, ce qu'on dit le Lean Canva, c'est qu'on oublie, en fait, on oublie 8/9 de ce qu'est notre produit. Et c'est souvent à cause de ça qu'on se retrouve à créer un produit qui est très bien techniquement, mais qui ne trouve pas son marché, qui ne trouve pas ses clients, qui ne rapporte pas d'argent.
parce qu'on n'a pas pensé à remplir l'ensemble des éléments de ce canevas. Une fois qu'on a ce canevas, on va se dire comment est-ce qu'on peut le remplir. C'est quoi les étapes? Vous êtes devant ça, qu'est-ce qu'on fait? En premier, on va s'intéresser aux problèmes des utilisateurs. Notre produit, notre solution, elle répond à un problème. Si on sait répondre à un problème, les gens, les problèmes pour eux, c'est des douleurs, c'est des pertes de temps, c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Quand on sait traiter leurs problèmes, en général, ils sont prêts à payer. Donc la première chose qu'on va chercher, c'est les problèmes des utilisateurs. Et ce qu'on va mettre dans cette case, c'est les 3 problèmes qu'on imagine pour des utilisateurs. Si jusqu'ici c'est bon pour vous, je vous propose qu'on essaie de le remplir, donc de se dire quels seraient les 3 problèmes que cherche à adresser une application. Donc je me suis réveillé ce matin en me disant, je fais une application qui va simplifier la génération de CV. Donc une application qui permet aux gens de créer des CV en ligne. Je me suis dit ça ce matin. Ok, je prends mon ligne Canva. C'est quoi les problèmes des utilisateurs auxquels j'essaie de répondre? Est-ce que vous avez des idées? Alors je fais passer le micro, c'est un petit peu contraignant. Et en plus il faut l'allumer, c'est hyper contraignant. Je vais pas passer ce micro. Je vais passer ce micro. C'est bon? La mise en forme du CV? La mise en forme du CV. Est-ce qu'il y en a d'autres? On en cherche 3. Donc on a dit la mise en forme du CV. Au fond et là. C'est chronophage? Pardon? Pas de temps. J'ai pas le temps de le faire. C'est chronophage. Ok. Apporter les idées à l'utilisateur. Comment créer le CV? Comment créer un CV? Je sais pas faire un CV. Je sais pas quoi mettre dedans. Ok. On en prend 4. Hein, c'est pas grave. La structure. La structure du CV. Je sais pas le structurer. Ok. Alors c'est marrant, on avait pensé à 3 solutions, à 3 problèmes, et vous les avez dites. Donc la première, alors on les a classées dans l'ordre, celle qu'on pense la plus importante. C'est des idées, hein, il va y en avoir plein d'autres. On a pensé à celle-là. Donc je sais pas quoi mettre dans mon CV. Je sais pas, je m'y connais pas, le contenu du CV, je sais pas ce que ça doit contenir pour avoir des informations importantes. La deuxième, j'ai pas le temps de le faire mon CV. Voilà. Et la troisième, je sais faire un CV, j'en ai fait un. Et j'ai personne pour me dire, avant de l'utiliser, j'ai personne pour me dire s'il est bien ou pas, si je dois le corriger. Voilà, donc c'est le troisième problème. Okay. Donc bonne nouvelle, on est ok sur les problèmes de notre application. Super. Deuxième partie. Finalement, on va chercher qui vont être nos utilisateurs. Qui sont les gens qui ont les problèmes qu'on a décrits ici. De temps en temps, il y a des gens qui aiment bien penser dans l'autre sens, qui aiment bien d'abord imaginer les segments de clientèle et ensuite se dire quels sont les problèmes qu'ils ont. C'est tout à fait possible, il ne faut pas prendre ça comme une règle absolue. Mais bon, c'est 1-2 ou 2-1. On peut voir les deux dans les deux sens. Donc, pour voir les segments de clientèle, finalement, un segment de clientèle, ça va être quoi? Ça va être peut-être un segment d'âge, un segment de population, un type de métier qui sont réalisés par ces personnes. Dans le segment de clientèle, on va aussi essayer d'entrer dans un niveau de détail qui est quel est le cycle d'adoption par rapport à ce segment de clientèle. Le cycle d'adoption, c'est quoi? C'est une courbe qui nous dit que quand on lance un nouveau produit, au tout début, on va recruter des gens qui vont venir utiliser notre produit, c'est les innovators. Alors un bon exemple des innovators, on en connaît tous un, c'est vraiment le collègue un peu geek qui a la dernière innovation technologique que personne n'a. Aujourd'hui, il y a des innovators qui ont la smartwatch. Il y a très peu de personnes qui l'ont, ça fait pas grand chose, mais ils l'ont. Et du coup, eux, c'est les innovateurs. Ensuite, on va aller chercher les early adopters. C'est des gens qui vont se dire que votre produit il est pas mal, qu'il est intéressant, qu'ils peuvent s'en servir, ils le trouvent presque, ils lui trouvent une sympathie pour votre produit. Et ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir la majorité des gens qui va arriver. Donc il y a un petit peu de temps, il y a du délai pour arriver jusqu'à cette majorité de personnes. Et à la fin, on a des réfractaires. On a les gens qui vont vous dire jamais. Sur notre appli de CV, les réfractaires, ça va être les gens qui vont vous dire non mais un CV c'est tellement de travail qu'il faut absolument le faire sur un template Word à la main à côté, jamais je ferai ça en ligne automatiquement. Bon. Si on essaie de convaincre ces gens, on va passer probablement autant de temps pour avoir 1% des gens qui sont là-bas que pour arriver à avoir nos innovateurs et nos early adopters. Donc au début, on va essayer de ne pas les adresser finalement, ces réfractaires, on va les laisser dans leur coin, on va plutôt travailler sur les gens qui sont moteurs de notre produit. Donc je rajoute ça comme information. Du coup, si on revient à notre segment de clientèle, selon vous, qui a ces problèmes? Est-ce que vous avez des idées? Le micro
prog est là, si jamais vous avez si vous en avez pas, on a imaginé des choses aussi. On l'a fait en 20 minutes avant de venir, comme ça on s'est dit, on peut vraiment le faire en 20 minutes, on voulait le prouver. Il n'y a pas d'idée? Les étudiants, Et alors, étudiants, ouais. on se connaît trop bien. Les jeunes professionnels. Les jeunes professionnels qui et veulent ceux changer de qui veulent métier. changer de métier. Ok. Eh ben, Bon, on est pas mal, on est bien alignés encore une fois. Donc on a aussi les étudiants qui sont férus de nouvelles technologies. Donc c'est le gars qui a la dernière montre qui vient de sortir. Voilà. On a le jeune diplômé qui sort d'école et qui sait pas trop comment faire pour trouver son premier boulot. Et on a imaginé un autre type d'individus, c'est les individus qui, après une longue césure, après une longue période où ils n'ont pas travaillé, ils sont plus trop au courant du marché du travail, donc ils ont peut-être besoin d'aide pour adresser un CV qui est à jour, quoi. donc on est toujours plutôt On est aligné. pas mal aligné. C'est top. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est adresser la proposition de valeur unique. Unique Value Proposition, c'est souvent l'acronyme UVP, si vous cherchez dans la littérature. Cet UVP, il présente quoi? C'est un message qui est simple, clair et persuasif. Alors quand je vous ai dit ça, je vous ai absolument rien dit. Je vais vous donner un exemple pour la proposition de valeur unique de Airbnb. Pour ceux qui connaissent Airbnb, aujourd'hui ils sont en train de dire aux gens, ouvrez une fenêtre sur le monde. Ils sont pas en train de leur dire louer une chambre super facilement dans n'importe quelle ville, non. C'est une proposition de valeur, c'est quelque chose qui fait quand même rêver les gens, a priori. Donc une proposition de valeur unique pour notre outil, qu'est-ce que ça pourrait être, selon vous? C'est toujours la case qui est un peu plus compliquée à formuler. On va voir s'il y a des profils marketing dans la salle. Pas d'idée? Nous, ce qu'on a proposé, c'est de décrocher le travail de vos rêves. Facilement en plus. Facilement. On va rajouter facilement. Ça pète. En fait, finalement, quand on est parti sur ça, on s'est dit, au tout début, obtenez un modèle de CV réalisé par des pros. Mais en vrai, ça, c'est une feature. Après, on s'est dit, réalisez votre CV qui se démarque. C'est plutôt le bénéfice. Vous savez, vous avez un CV qui se démarque. Mais au final, c'est quoi notre proposition de valeur? Quand vous allez venir chez nous, on va vous dire, avec nous, vous décrochez le travail de vos rêves. Ça vous va? Ça vend du rêve pour le moment, ouais. Ok. Une fois qu'on a fait 1, 2, 3, on a une proposition de valeur. Maintenant, on passe à la solution. On a fait 3 étapes avant de se dire techniquement comment on va le faire. Je vous ai pas dit, je vais aller scraper l'ensemble de vos compétences sur LinkedIn pour générer automatiquement mon template de CV. Non. En tout cas, je vous l'ai pas encore dit. Donc, les solutions, ce qu'on va essayer d'imaginer, c'est 3 fonctionnalités. Pas plus. Qui répondent aux problèmes. Dans ces fonctionnalités, on pense à vraiment les fonctionnalités qui vont être le cœur de notre produit. On n'est pas en train de parler de l'authentification, de la sécurisation de vos données, d'avoir des profils, ce genre de choses-là. C'est pas ça dont on parle. On veut vraiment que vous apportiez votre proposition de valeur unique avec ces 3 fonctionnalités et que vous sachiez répondre aux problèmes de vos utilisateurs. Alors, est-ce que vous avez des idées de fonctionnalités qu'on peut mettre en place sur notre application qui fait des CV? On a 3 problèmes, on peut imaginer au moins 3 solutions qui répondent aux problèmes qu'on a écrits. Le micro... Putain, attends. Une proposition de template de CV. Ok. Ouais. Proposition de template de CV. Sur quelque chose qui va récupérer, enfin qui va crawler les infos, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, ou peut-être même merger à partir des 3 réseaux sociaux, Twitter, Facebook et LinkedIn. Ok. D'accord. On en prend une dernière et après on enchaîne. Un système qui va noter la pertinence de mon CV. C'est-à-dire système que qui note la- je veux par exemple travailler dans l'industrie aéronautique et donc je vais faire mon premier CV à partir d'un des templates, il va y avoir des mots-clés qui vont arriver et puis on va me dire bah, vous êtes à 5 sur 10 par rapport à Ok. un CV aéronautique. Ok. Ça marche. Ouais, c'est bien. Il y a des C'est idées bien, qu'on n'a on pas. est aligné encore. Alors il y a Il y a- de nouvelles idées. Ouais. Mais bon, c'est les idées qu'on imagine, c'est pas les bonnes solutions, hein. Évidemment, il y en a beaucoup. Vous avez tous raison. Donc les idées on a imaginées ici, donc c'est un tutoriel vidéo, voilà, qui explique comment faire un CV classique, quoi. Donc ça répond au premier problème. Je sais pas quoi mettre dans mon CV. Alors là, on vous propose des tutoriels. Le deuxième, c'est des templates de CV, des modèles de CV qui sont déjà tout prêts qu'on peut utiliser et remplir en quelques clics. Et le troisième, on avait imaginé, alors c'est pas exactement pareil, là il y a un être humain derrière. On propose de faire qualifier son CV qu'on vient de faire par un expert. Voilà. Sur une hotline ou en ligne ou n'importe quoi. En tout cas, on va dire qu'il y a un humain derrière. Voilà. Au début.
Alors, ce qui est intéressant, c'est du coup, vous voyez, il y a des solutions que vous avez qu'on n'a pas. Alors, on va pas le faire en live de le rajouter, mais en fait, c'est pas grave, puisqu'au final, vous pouvez avoir autant de lignes Canva que d'idées que vous avez dans les cases à remplir. Donc, pour le dire autrement, le ligne Canva, depuis tout à l'heure, on est juste en train de poser des hypothèses. On n'a toujours vu personne, on ne sait pas ce que veulent les gens. Donc, je vois pas pourquoi, moi, en disant je qualifie le CV par un expert, j'ai plus raison qu'en allant scraper l'ensemble des données sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Donc, je pourrais faire une autre version du Canva qui note cette solution-là, et on verra comment on peut la tester. Le mieux, c'est de se limiter à 3. Ouais. Parce qu'en fait, on va finalement, le cœur de ton service, ça va être ces 3 fonctionnalités-là. En 5, on a les canaux. Les canaux, c'est quand même assez important. C'est se dire comment est-ce que je suis capable d'aller discuter avec les gens que j'ai identifiés. Moi, je suis ingénieur, je travaille à Octotechnologie, j'ai encore quelques amis étudiants, mais de moins en moins. Comment est-ce que je suis capable d'aller adresser les étudiants férus de nouvelles technologies? Comment je suis capable d'aller adresser les jeunes diplômés et les individus à la recherche d'emploi? Donc c'est vraiment les moyens de communication avec ces utilisateurs. Est-ce que vous en imaginez? Pour les étudiants, on pourrait imaginer contacter les bureaux des élèves des grandes écoles, par exemple. Ouais. Aller à des forums étudiants aussi. Ouais. Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. Et plus précisément les réseaux sociaux qui recherchent, enfin, destinés à la recherche D'emploi. de travail, d'emploi comme LinkedIn ou. Ouais. Ça marche. Bon, c'est presque pareil que ce qu'on avait imaginé. Hein. Donc on avait allé dans les écoles et les facultés, faire des stands, parler aux étudiants directement. Alors on avait imaginé celui-là qui est le Pôle emploi, donc on s'est dit pourquoi pas s'allier avec le Pôle emploi qui est un organisme qui sert à aider à la recherche d'emploi. Ça correspond quand même pas mal à notre idée, qu'on s'est dit pourquoi pas aller s'allier avec eux. Et on avait aussi les salons de recherche d'emploi, comme il y en a beaucoup, c'est une très bonne idée. Bon, c'est bien, on a un produit, des clients, on sait leur parler, peut-être falloir faire rentrer un petit peu d'argent maintenant. Donc finalement, ça va être quoi notre source de revenus sur cette application? Dans la source de revenus, on va lister plusieurs choses. On va lister quel est le modèle des revenus, quel est le nombre d'utilisateurs qui va être nécessaire pour commencer à être rentable avec cette source de revenus. Alors les modèles de revenus, il y en a qui viennent à l'esprit, il y a le freemium, tout est gratuit jusqu'au moment où il y a des fonctionnalités qui deviennent payantes, c'est des fonctionnalités un petit peu premium. On peut imaginer des abonnements, on peut imaginer vraiment un paquet de choses. Donc là, toujours pareil, on pose une hypothèse et nous, on imagine que notre source de revenus principale sur ce CV, ça va être, et là je compte sur vous. Ouais. Le micro est tout au fond, je crois. Moi, je le verrais plus en freemium. Parce que pour moi, un abonnement, je pense que un CV, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et du coup, un freemium avec par exemple plus de templates si on paye, peut-être un expert aussi, comme vous en parliez en première solution, ce genre de choses. Ok. Je crois qu'on peut... Ah, on a un autre, un deuxième, donc il va falloir dupliquer le canevas. Ouais, en fait, je pense que les étudiants, si vous leur dites que c'est gratuit, ils paieront jamais. Même Ok. pour le truc premium. Et ils passeront plus de temps à craquer vos templates qu'à vraiment payer pour les utiliser. Non, en fait, il faut le faire payer de point de vue assez dérisoire et viser la masse. Donc, quitte à faire un paiement one shot à 1,50 €. D'accord, c'est une idée. Ok. On en a d'autres? Oui, moi j'ai un mode de revenu qu'on n'a pas trop envisagé, c'est les entreprises. Ouais. Parce qu'en fait, on peut aujourd'hui, la plupart des grosses entreprises, elles ont besoin de faire lire le CV par un ordinateur. Et si on a un profil type CV, on peut très bien offrir aux entreprises de, par exemple, voyez, lui il a fait ça chez moi, et je peux vous envoyer ça sur un XML ou d'une façon un peu plus simple. Et du coup, on pourrait essayer de voir si l'entreprise pouvait nous donner un petit peu en échange sur du gros terme. Ça renverse le business model de faire ça. renverse tout. Mais c'est bien. Du coup, quand on passe sur ces business models, j'en profite pour dire en fait, du coup, c'est des business models qui sont aussi un tout petit peu plus complexes parce qu'il faut à la fois convaincre l'entreprise, ça va être intéressant pour elle de mettre de l'argent pour que les gens aient des CV customisés et convaincre les utilisateurs, les étudiants, que c'est super bien de venir sur la plateforme. Donc on commence à avoir ce qu'on appelle un multi-sided business model. On a deux segments de clientèle mais qui sont vraiment interdépendants. Canaux et lycée.
Je te laisse prendre le micro. Mais c'est parce que en fait c'est en vidéo. Il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce qu'on doit refaire un business model Canva pour ses clients ou est-ce qu'on doit garder ce modèle-là? Exactement, on va en refaire un et c'est pas grave. On peut en avoir plusieurs. Si on a plusieurs idées de segments, de problèmes, de solutions, plusieurs idées de business, on va en faire plusieurs. Et en fait, par contre, ce qui va être intéressant, c'est sur ton business. Il y a un de tes business models où peut-être que le canal va finalement être ton segment de clientèle de l'autre business model. Peut-être que ton canal, ça va être tes étudiants pour aller adresser les entreprises. Ou les entreprises pour aller adresser les étudiants. Donc tu risques tu vas faire apparaître la dépendance, mais par contre tu en fais deux parce que finalement tu vas même te rendre compte que ta proposition de valeur, tu es en train de dire aux gens décrocher le travail de vos rêves, mais aux entreprises tu leur dis pas ça. C'est plutôt décrocher le collaborateur de vos rêves ou alors recruter sans lire les CV. Ça peut être ça la proposition de valeur. Je sais pas si les RH ici sont d'accord avec cette proposition de valeur, mais... Voilà, donc la solution qu'on avait imaginée, c'était la solution freemium qui a été dite. Alors nous, on avait pensé de faire les vidéos tutoriels gratuites, tous les templates gratuits, on peut customiser, créer son CV en ligne. Et la seule chose qu'on fait payer, bon effectivement, les étudiants peut-être ils seront un petit peu réfractaires là-dessus, mais ce serait de faire payer la qualification du CV par l'expert. Donc c'est l'idée qu'on avait imaginée. Ok, on sait comment on va gagner de l'argent. On n'est pas allé jusqu'au bout, on ne sait pas combien il nous faut d'utilisateurs pour gagner de l'argent, mais il y a une question qui vient se poser maintenant. Combien ça nous coûte de mettre en place le service qui livre notre proposition de valeur unique jusqu'à atteindre cette source de revenus, jusqu'à obtenir de l'argent? Donc vraiment, quel va être l'ensemble des coûts nécessaires pour rendre le service? Parce que là, vous avez des idées, on peut être vraiment exhaustif sur cette partie-là. Je suis en train de faire un service en ligne. Qu'est-ce qui va nous coûter de l'argent pour réussir à aboutir à cette solution? Ouais. Un petit peu loin. La publicité du service. La pub. D'accord. Ok. La pub pour acquérir des utilisateurs. Super, on en reparle en plus après. Plus immédiat, l'hébergement du site en lui-même, quoi. Ok, l'infra. Bon, on vous fait pas plus patienter et on enchaîne. Donc on avait pensé à l'expert en recrutement, un monteur en vidéo qui va faire les tutoriels, un designer pour faire des jolis CV, l'infrastructure, 2 développeurs pour maintenir le site internet, et puis un product manager qui a une vision globale et qui va contribuer fortement à aboutir à notre solution. Et là, j'espère que parmi vous, il y a des gens qui vont commencer à se dire c'est bizarre parce que tu es en train de nous dire une startup, c'est une méthode qui coûte pas trop cher pour tester des idées, etc. Qui va nous sortir une panoplie, l'équipe de tueurs qui va coûter super cher, il faut les payer tous ces gens-là. Donc, dans la structure des coûts, ce qui est important, c'est vraiment de voir loin, de voir quels sont tous les coûts qui vont être nécessaires pour commencer à avoir cette source de revenus. On peut imaginer par exemple que si on est sur du freemium avec des vidéos gratuites, il va falloir un certain nombre de vidéos. Ça va commencer à être un petit peu compliqué de demander à votre cousin qui fait du montage vidéo dans sa cave de faire vos 20 000 vidéos sur votre site. Donc c'est pour ça qu'on imagine ça. Évidemment, on peut imaginer au début peut-être un développeur et un product manager qui fera les maquettes, les vidéos, qui fera le site, qui hébergera dans le cloud. Donc on aura des solutions qui sont moins coûteuses. Mais ce qui est important, c'est de savoir si à la fin, votre business model il est scalable. Et donc si quand vous atteignez votre objectif de nombre d'utilisateurs, vous rentrez de l'argent. Et si tout ça, c'est vos coûts, l'équation elle est vite faite de savoir combien il faut de gens pour commencer à rentrer de l'argent. Et là-dedans, effectivement, on n'a pas mis la pub en ligne, on n'a pas mis ce genre de choses-là. 8. Les indicateurs clés, on le trouve souvent sous le nom de KPI, pour ceux qui connaissent. Les indicateurs clés, ça va être des indicateurs qui témoignent de la santé de notre activité. Finalement, qu'est-ce qu'on va vouloir mesurer sur notre application en ligne pour valider que ça se passe bien, qu'on a des utilisateurs qui viennent, qu'il y a de l'argent qui rentre, à votre avis? Ce sera un peu plus compliqué celle-là. Je vois une idée au fond. Alors c'est parti. La visite du site de l'application. Ok. Le nombre de visites, c'est ça? Le nombre de visites? Le nombre de visites, oui. Ça marche. Le nombre de templates créés. Le nombre de templates créés? Ouais. Ok. Tout ce qui est DAU, MAU. Ouais.
À la rentrée de l'argent aussi. La rentrée d'argent, oui. Une dernière, non, c'est la même. encore une autre. La durée de vie d'utilisation par un utilisateur de l'application. Ok. Donc effectivement, toutes ces données-là, c'est des données qui vont être clés pour la santé de l'activité. Nous, on en avait mis que 2, on n'avait pas fini, c'était à l'après-vert. Ce qui est important sur les KPI, c'est pas plus de 5. À partir du moment où on commence à suivre plus de 5 mesures à la fois, on est en train de s'emmêler les pinceaux, on est en train de mesurer des choses qui vont sûrement avoir des effets de bord les unes avec les autres. Donc dès qu'on va vouloir en optimiser une, on risque de dégrader celle d'à côté. Donc pas plus de 5. C'est la règle qu'on se fixe. C'est à peu près ce que vous avez imaginé. Donc, nous, on a fait quelque chose de plus factuel. On s'est dit, on a réussi si on a au moins 1000 CV créés par jour. Ou alors si on a au moins 100 demandes de contact avec un expert. Mais en fait, alors, parce que je finis après, je laisse. En fait, ce qui est intéressant finalement, c'est sur cette première métrique qu'on a mis là, en la relisant avec Jérémy, on s'est dit, elle est moyen vraie celle-là. Celle-là, elle est bien pour notre ego, ce qu'on appelle des vanity métriques. C'est super, on peut aller voir les gens en leur disant, sur ma plateforme, j'ai 1000 CV par jour. Par contre, quand j'ai dit j'ai 1000 CV par jour, ce que j'oublie, c'est combien de gens ensuite demandent la qualification du CV, et donc combien il faut que j'ai de CV par jour pour avoir une qualification qui me rapporte de l'argent. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des indicateurs clés qui à la fin sont vraiment liés à notre source de revenus. Voilà, 1000 CV créés par jour, c'est ce qu'on appelle des vanity métriques. En gros, c'est bien d'avoir 1000 CV, mais ça nous sert juste nous à communiquer sur notre produit. Ça ne nous rapporte pas d'argent, et évidemment, si j'en ai 0, je sens que la santé de mon entreprise est moyenne. Mais si j'en ai 1000, j'en sais rien si elle va bien. Tu avais une question? Juste pour revenir rapidement sur le source de revenus, vous avez parlé également du nombre d'utilisateurs nécessaires. Ouais. Nécessaire à faire en sorte que l'entreprise soit bénéficiaire, c'est ça? Nécessaire à faire en sorte, alors à minima, si on peut être déjà à coût 0, ouais, c'est top. Enfin, c'est l'idée qu'on a, on livre un service à des gens, même si on ne rapporte pas beaucoup d'argent et qu'on arrive à payer tous ces gens, c'est bien. Effectivement, pour remplir ce canevas, là on le remplit très rapidement, tu peux prendre un petit peu de temps pour faire une petite étude de marché, pour regarder ce qui se fait autour, pour regarder les taux de conversion habituels sur ce type de modèle-là. Combien il y a de personnes qui, quand on leur propose un service gratuit, finissent par payer le service premium. Ça commence à te donner des idées. Tu vas pouvoir aller détailler un petit peu plus en te disant moi je pense que je vais faire payer 1 € la qualification par un expert. Ça commence à te donner de la data. C'est un modèle, donc c'est faux par définition. Tu fais tout ce que tu peux pour qu'il soit le plus juste possible, mais tu modélises quelque chose, et tu le modélises avec tes connaissances aujourd'hui, donc par définition c'est faux, c'est pour ça qu'on va devoir le tester à un moment donné. On va devoir la tester, cette source de revenus. Mais tu peux déjà en avance commencer à imaginer combien il va y avoir d'utilisateurs, à quel prix, quel est un prix raisonnable. Si tu as des concurrents qui font déjà ce type de choses, combien ils font payer. Voilà. Et donc le Lean Startup nous conseille de ne pas passer trop de temps justement sur ce point de vue. Exactement. Pour calculer le point critique, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs nécessaires, il faut déjà connaître la structure des coûts en 7, non? En fait, ouais. Ce qui est l'étape d'après. Ce qui est l'étape d'après. En fait, ici, on est vraiment en train de poser des hypothèses, encore une fois. Tu connais pas exactement tes coûts, effectivement, pour savoir à quel moment tu es rentable, mais tu commences à avoir une idée de l'argent qui va rentrer, du volume d'argent qui va rentrer. Tu sais que si tu vas rentrer 1000 € avec 100 000 utilisateurs, tu as déjà un premier batsmell, avec 1000 €, tu vas pas pouvoir payer tous ces gens-là. C'est plus sur ça que tu vas travailler. Après, tu vas passer plus de temps quand tu vas commencer à avoir mis ton produit en service, que tu auras validé tous ces autres éléments, et que tu arrives au moment de faire payer les gens. C'est là où tu vas pouvoir tester ta source de revenus et voir si finalement elle scale ou pas. Quand je dis tester toutes les cases, ça paraît super long, en fait ça l'est pas du tout. Vous allez voir après, on va faire un bout du Customer Development, et c'est extrêmement rapide de passer par la 1, la 2, la 3, ça va assez vite. La dernière case, c'est l'avantage déloyal. Alors ce Lean Canva, il a été fait par Ash Maurya, et de son propre aveu, c'est souvent la case qui est laissée vide, parce qu'elle est assez compliquée à remplir. Surtout au début, quand on est en phase on imagine ce que va être notre produit. En fait, cette case, c'est l'avantage concurrentiel qui est difficilement copiable. Tous les produits n'ont pas forcément un avantage concurrentiel difficilement copiable, donc déjà des fois, cette case, elle va rester vide. Par contre, si vous en avez un,
C'est super parce que vous savez ce que vous avez de plus que la concurrence, ou ce qui vous permettra d'adresser un segment de clientèle particulier. Donc sur cette case, nous on avait imaginé quelque chose, sauf si vous avez des idées, sinon on vous le donne rapidement, parce que celle-là elle est un peu plus... Ah, une idée, génial. La communauté. La vitesse avec laquelle vous êtes capable de créer une communauté. À partir de ce moment où je fais partie de la communauté de la super appli CV, je vois pas pourquoi je vais utiliser appli CV2 après. Ok. Donc ça c'est un avantage qui marche si on est les premiers, pour le coup. Mais effectivement, c'est un avantage concurrentiel. Ou créer une communauté plus dynamique que la communauté du voisin. Ok. Alors, nous on avait imaginé, donc on parlait tout à l'heure dans un canal d'association avec Pôle emploi, donc on s'est dit si on a un contrat avec Pôle emploi, ils sont obligés de passer par nous, enfin on a un contrat avec eux, ils utilisent notre outil et ils l'utiliseront pendant beaucoup de temps, donc ça c'est un avantage qu'on a par rapport aux autres, on a Pôle emploi, c'est une idée. En fait on est allé à un avantage concurrentiel qui est vraiment extrême, qui est on a signé un contrat avec l'État et finalement toute personne qui cherche du boulot entend parler de notre outil. On passe par nous forcément. Donc le canal il est super simple, les gens font le travail pour nous. Ça c'est de l'avantage concurrentiel pour le coup. Alors je pense qu'il faut avoir de la famille dans l'État mais pour l'atteindre. Mais en tout cas ça serait un exemple d'avantage concurrentiel. Jusqu'ici est-ce qu'il y a des questions sur le Lean Canva? Parce qu'on va passer à une autre partie. Tout est clair, super. Donc vous aurez les slides à la fin, donc le but c'est que vous ayez ça comme support et que vous puissiez le reproduire chez vous facilement. Donc on va attaquer ce qu'on appelle le Customer Development. Donc là je vous ai dit, vous avez une idée, vous avez rempli votre Lean Canva, et j'ai pas arrêté de vous répéter, toutes ces cases c'est des hypothèses. Donc maintenant théoriquement vous êtes en train de vous dire, mais comment je teste toutes ces hypothèses? Alors on va s'inspirer de The Fourth Step to the Epiphany, qui a été écrit par Steven Gary Blank, qui nous dit qu'il y a 4 étapes dans la vie d'une startup. Étape numéro 1, après je vais détailler l'ensemble des outils qui vont avec chaque étape. Étape numéro 1, la découverte du client. C'est dans cette étape-là qu'on va identifier le problème, qu'on va tester la case problème et la case solution de notre Canva, qu'on va pouvoir commencer aussi à affiner nos customer segments. Donc pour l'instant on a posé des hypothèses, mais là on va aller faire des choses qui nous permettent de commencer à les valider, ces hypothèses, sans rien développer. La phase d'après, ça va être la phase de validation du client. Théoriquement on est sûr qu'on a le bon problème, on est sûr que notre proposition de valeur elle parle, on est plutôt sûr qu'on est en train de parler aux bonnes personnes. On va concevoir un produit minimal, on va concevoir une première réalisation qui nous permet de valider que tout ce qu'on a découvert, c'est bien, c'est vrai et ça va marcher. Si on arrive à valider nos clients, on va passer à la création de nouveaux clients. Donc en fait, on l'a vu tout à l'heure, on a réussi facilement peut-être à avoir des early adopters. Maintenant, on va essayer d'aller attaquer le marché. Donc on va commencer à changer un petit peu de dynamique. On a validé qu'on répondait bien à un besoin, maintenant on va essayer d'aller valider qu'on sache acquérir des gens sur un marché. Et enfin, et seulement enfin, on crée notre startup. On crée notre boîte à ce moment-là. Il y a beaucoup de questions chez les personnes qui font des startups sur à quel moment je vais demander des financements, à quel moment je fais rentrer de l'argent dans ma startup. Ce que dit H. Moria sur ce pattern-là, c'est plutôt quand on est au milieu de cette étape-là. A priori, le Lean Startup vous permet de faire toutes ces étapes-là sans avoir hypothéqué votre maison, emprunter d'argent à vos parents, ou à la banque. Parce que vous allez voir, c'est extrêmement lean, ça va extrêmement vite de faire ces étapes-là. Ici, on a une boucle dont j'ai pas encore parlé. Si à cette étape de validation du client, on se rend compte qu'on a un problème, on se rend compte qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose, on se rend compte que le problème qu'on a identifié au début n'était pas le bon, mais qu'on en a trouvé d'autres, on ne s'interdit pas de revenir en arrière et réadapter notre produit. Donc on ne s'interdit pas de changer notre produit. Sur la première étape de découverte du client, ce qui est essentiel sur cette étape, c'est d'aller parler avec des gens. Ça paraît stupide, mais c'est de sortir en fait de chez soi, d'aller parler avec des gens. Quand on dit ça, des fois des ingénieurs qui ont déjà une solution, ils nous disent c'est hyper compliqué, c'est compliqué. Donc ce qu'on leur dit c'est calme-toi, ça va bien se passer, sors de chez toi, sors de tes bureaux. Quand on dit va parler avec des gens, c'est pas tes collègues autour, il y a une chance sur 2 que ce soit eux qui aient la smartwatch, dont personne d'autre ne veut. Donc eux ils vont être vraiment à fond sur ton idée. Et en plus pour peu que tu aies un peu de bagou, tu vas bien leur pitcher, ils vont vraiment te dire ça va marcher. Mais c'est peut-être pas eux ta cible. Ta cible tu l'as identifiée dans tes customer segments de ton Lean Canva. Donc ce que tu vas faire c'est aller essayer de discuter avec des gens qui sont ta cible. Et quand tu vas discuter avec eux, tu vas pas pouvoir leur prendre des heures, c'est pas encore tes clients, tu n'as pas encore de produit donc tu leur apportes pas grand chose. Ce
ce que tu vas commencer à faire avec eux, c'est ce qu'on appelle des problèmes interviews. Les problèmes interviews, c'est des interviews qui durent entre 15 minutes et 20 minutes, qui sont assez scénarisées. Finalement, dans l'interview, on va avoir une première partie, alors on va se dire bonjour, ça va être bien. On va essayer de collecter de la donnée sur les gens qui sont en face de nous. Est-ce que je suis en train de parler à un jeune étudiant fraîchement diplômé, à un étudiant féru de technologie? À qui est-ce que je suis en train de parler? Et on va lui dire, bah, moi je me suis posé dans mon salon, j'ai fait mon ligne Canva et j'ai imaginé que tu as 3 problèmes, et c'est ceux-là. Et je te donne tes problèmes. Normalement, à ce stade-là, on voit s'il y a une petite lueur qui brille dans leurs yeux, on voit s'il y a une affinité avec le produit. On est en train d'identifier les gens qui vont être les early adopters. On est en train de valider que notre customer segment, a priori, c'est plutôt les gens à qui on est en train de parler, ou plutôt pas du tout. Si pas du tout, c'est pas grave, on va aller chercher d'autres personnes. Ici, on va tester les problèmes, donc on va lui dire, je t'ai livré 3 problèmes, je les ai ordonnancés dans l'ordre, je pense, le premier le plus douloureux pour toi, le dernier le moins douloureux. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que ces problèmes te parlent? Et ensuite, on va aller lui demander, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ces problèmes? Comment tu vis avec? C'est quoi la perte? En fait, si je te donne l'application de CV, est-ce que je suis en train de te faire sauver 15 minutes tous les 6 mois quand tu cherches un boulot? Ou est-ce que je suis vraiment en train de te résoudre quelque chose qui est important pour toi? On va prendre 2 minutes pour lui dire, bah écoute, merci, je résume ce qu'on s'est dit, suis-nous sur Twitter, on va sortir un produit. En fait, c'est là où on fait le recrutement aussi des early adopters. Donc ces personnes-là, on va être capable de les activer dès qu'on a un produit à proposer. Et on va documenter les résultats immédiatement après l'interview en 2 minutes. Pas plus. Donc comme pour LinkedIn, on ne fait pas un PowerPoint pour notre business model de 60 slides. Là, on ne fait pas non plus 40 pages en fait. On liste juste, oui, il était OK avec les problèmes que je lui ai dit, c'est quoi les faits marquants que j'ai rencontrés sur cette personne, comment il résout ses problèmes aujourd'hui, et puis c'est bon, je passe à autre chose. Là, on a validé les problèmes normalement, à la fin de cette étape-là. On va valider les solutions. Et là, j'ai bougé le slide, normalement, il n'y a pas grand-chose qui a bougé pour vous. C'est à peu près le même template. On continue ici de se dire bonjour, de dire ce qui se passe. Et ce coup-là, on a commencé à imaginer quelle est notre solution. Donc là, on va tester la case qui était en haut à gauche, si vous vous rappelez du Lean Canva, la case solution. Et on va essayer d'y en faire une démo. Quand on dit une démo, ça peut être sur papier, ça peut être du prototypage, ça peut être des slides que vous passez en lui disant « regarde si ça fait ça, est-ce que tu aimerais bien, est-ce que c'est ça que tu veux ?» On est en train de valider que la solution qu'on est en train de lui vendre, de lui proposer en tout cas, parce qu'on ne lui vend pas encore, répond bien à ses problèmes, et c'est bien ce qu'il attendait. Alors après, il y a ça qui est, on va tester un pricing. C'est assez décrié parce que on se rend compte que quand on présente un outil aux gens et qu'on leur dit « est-ce que tu es prêt à payer ?» souvent ils disent oui. Mais le taux de conversion après n'est pas égal au nombre de personnes qui nous ont dit oui quand on leur a parlé. Donc voilà, pour le faire plus simple, quand il faut sortir la carte bancaire, en général ça crispe un peu plus que quand on leur dit sinon tu payerais un jour. Donc voilà, cette étape-là, on ne la fait pas systématiquement. Moi je suis personnellement moyennement convaincu par cette étape dans le processus. Et puis après pareil, wrapping up, on documente les résultats. Je le redis, c'est hyper important. Quand je dis getting out of the building, c'est aussi n'allez pas voir votre mère, n'allez pas voir vos proches. En fait, même l'oracle dans Matrix, il s'est trompé à un moment donné. Donc en gros, ces gens-là, ils vont vouloir œuvrer pour votre bien, ils vont vous dire « ouais, ton idée, elle est géniale, etc. » Mais c'est peut-être pas eux votre cible. Sauf si vraiment votre cible, c'est les gens qui font le même métier que votre mère. Dans ce cas-là, allez-y. Ou si votre mère travaille à l'État et peut vous avoir le contrat avec Pôle emploi. Allez-y. Mais jusque-là, non. Vous allez voir des gens que vous ne connaissez pas. Mais c'est pas si difficile. Ok. A priori, quand on a fait ça, on a découvert nos clients, on a identifié des problèmes, on est plutôt serein. On s'est pas interdit d'itérer, on s'est pas interdit d'apprendre des choses. Les gens, ils vous ont peut-être dit, non mais moi, mon problème, c'est pas du tout que c'est trop long, c'est que c'est vraiment trop moche ce que je fais. J'ai pas du tout besoin de ça, j'ai besoin que des templates, moi. Le reste dont tu m'as parlé ne sert à rien. Vous avez appris des choses. Maintenant, on va essayer de valider que notre solution qu'on a démontrée rapidement en interview répond bien à ces problèmes-là. Et on va concevoir ce qu'on appelle le produit minimal viable, le minimum viable product ou MVP. Le MVP, c'est la réalisation minimale qui va permettre à une équipe de collecter sur les clients le maximum d'apprentissage, valider, et ce avec un minimum d'effort. Une première chose sur laquelle j'insiste directement, vous avez remarqué qu'on dit MVP, c'est la réalisation. On n'est pas en train de dire c'est le produit. Votre MVP, c'est pas forcément votre solution logicielle finale. Votre MVP, ça peut être une démonstration améliorée. Ça peut être
un expert qui manuellement répond à des mails qu'il a reçus de gens qui lui disent vas-y aide-moi sur mon CV. En fait ça peut être autre chose qu'un produit, votre MVP. Donc comme son nom ne l'indique pas, c'est pas forcément un produit. Je vous montre le schéma parce que c'est le schéma qui est dans la littérature. En gros ce qu'il dit c'est qu'il faut faire très attention quand on fait un minimum viable product. Si c'est trop minimal, on est en train de faire un truc qui est soit buggé, soit moche, soit nul. En gros, on va se regarder, ça n'a pas marché, mais à la fin, on va dire ça n'a pas marché parce que c'était soit buggé, soit moche, soit nul, donc on n'a rien appris. S'il est trop viable, on est en train de surinvestir, on est en train de prendre beaucoup trop de temps à construire quelque chose qui aussi bien ne répond à rien chez nos utilisateurs. Donc, quand on est au milieu, c'est là qu'on est dans le vrai. On entend parler de plus en plus de MDP, c'est Minimum Delightful Product. Il y a des détracteurs de ces méthodes-là qui parlent de Minimum Valuable Piece of Shit. Donc ils pensent que vraiment ça sert à rien. Vous pourrez trouver de la littérature sur le sujet. Moi je pense que ça a de la valeur, mais c'est un outil à manier avec précaution en fait, pour tirer des conclusions. Et surtout très important, le Minimum Viable Product, c'est pas le mini-moi de votre produit. C'est pas juste que vous avez imaginé plein de fonctionnalités, et en fait vous avez toutes faites, mais en tout petit et pas très bien. C'est vraiment que vous avez pris typiquement vos 3 fonctionnalités de votre solution, et vous avez fait que celle-là. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur 3 fonctionnalités dans cette case. Alors moi j'ai pas mis mon t-shirt El Curator pour rien, donc c'est l'application dont je vous ai parlé au tout début de la présentation. Donc un petit exemple de MVP, c'est le MVP d'El Curator. Donc c'était 3 features, très minimales. La première c'était de pouvoir partager le lien d'un article. Donc j'ai un article qui m'intéresse sur internet, je prends le lien et je le partage sur l'application. La deuxième feature c'était de pouvoir consulter la liste des liens que tout le monde a partagé. Et la dernière, c'est quand je clique sur le lien, je suis redirigé vers le site qui a été partagé et je peux lire l'article sur ce site. Voilà, donc c'était notre MVP. Donc on s'est dit à ce stade-là, l'essentiel, il faut se concentrer, on s'est dit, sur le partage d'un article. On s'est dit que c'est là où les gens ils vont être réfractaires, ils vont, si c'est mal fait, si c'est pas ergonomique, ils vont pas avoir envie de partager l'article. Donc on a fait quelque chose d'assez joli, on a mis un petit peu d'effort là-dessus et on s'est dit, si c'est bien fait, l'application va marcher, les gens vont partager, il y aura plus de contenu et l'application va vivre. Donc ça c'était notre MVP et il n'était pas terminé. On a fait nos premières mesures là-dessus, donc voilà, avec Google Analytics, et on s'est rendu compte que une fois que la personne lit un article, elle ne revenait jamais faire d'autres interactions sur l'application. Donc elle était redirigée vers l'autre site et elle faisait plus rien. Voilà, elle s'en allait, c'est tout à droite en bas. Elle s'en allait, elle revenait jamais, elle votait pas, elle commentait pas, elle allait pas partager des articles ni lire d'autres articles. Alors que nous, on voulait vraiment créer une communauté sur la plateforme. Donc que les gens qui lisent des articles viennent derrière dire cet article il est hyper pertinent, je mets un commentaire pour mes autres collègues, et on pensait que ça poserait pas de problème. Et on pensait que ce serait le partage d'articles qui poserait vraiment un problème. Vous s'était peut-être trompé à cette époque-là, c'était peut-être pas le partage sur lequel il fallait se concentrer, mais la lecture. Donc on a eu une idée. Au lieu de rediriger les utilisateurs sur le site qui a été partagé, on va prendre le contenu du site et on va l'afficher chez nous directement. Voilà, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout, je peux faire précédent, je peux aller voter, en bas je peux aller commenter mon article, je peux lire avec une grande police qui est bien lisible, et là c'était gagné. Les gens cliquaient sur l'article, lisaient l'article dans El Curator et revenaient faire des interactions, ils allaient voter, ils allaient commenter et continuaient à interagir. Donc on s'était trompé, c'était pas le partage. Notre MVP en fait, c'était de mettre l'accent sur la lecture. Et du coup, pour la petite histoire, ce qui est intéressant sur ce MVP là aussi, c'est que ça nous a pris 1 jour et demi de développement pour le mettre à disposition des utilisateurs. C'est très court. Alors qu'on imaginait des solutions pour le partage d'articles qui se comptaient plutôt en semaines, on était allé jusqu'à des trucs un peu délirants, de se dire on va ouvrir tous les mails que les gens s'échangent pour extraire le contenu des mails et les placer sur notre plateforme. On était allé très très loin. En vrai, ça nous a appris qu'il fallait pas se concentrer sur ça. Un autre type de MVP, alors est-ce que vous connaissez Zappos? Zappos, non, vous achetez pas de chaussures en ligne. Il y a très peu de filles avec nous. Je sais pas si c'est des filles qui achètent plus de chaussures en ligne, mais en tout cas, voilà. J'aime bien les préjugés. Le MVP de Zappos, donc Zappos, c'est une boîte qui est née aux États-Unis. C'est né d'une personne qui s'est dit, je pense qu'il y a du business pour vendre des chaussures en ligne. J'ai pas d'infrastructure, jusque-là, ok. J'ai pas d'infrastructure, je connais personne qui vend des chaussures, j'ai pas de chaussures, j'ai pas de stock, j'ai rien. Qu'est-ce que je fais pour tester ça? Il allait faire le tour des boutiques dans sa ville et il a dit aux gens des boutiques, est-ce que tu m'autorises à prendre des photos de tes chaussures? Je les mets en ligne et quand la personne m'achète la chaussure, je viens chez toi, je te l'achète et je la livre à la personne qui l'a acheté. Et en fait, il a fait ça, il a mis en ligne son site, il a eu un certain nombre de demandes
Et il a validé qu'il y avait un intérêt pour l'achat de chaussures en ligne, notamment le jour où il a été obligé de recruter quelqu'un pour l'aider à livrer les colis. Parce qu'à ce moment-là, en fait, lui, il avait plus assez de mains pour faire l'action, lui, de son côté. Ce qu'on appelle le concierge MVP. C'est le MVP où on n'a quasiment rien développé, où on n'a pas monté en place toute l'infrastructure qui va bien. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu le service manuellement aux utilisateurs. Et en rendant ce service manuellement aux utilisateurs, on a été capable de valider qu'il y avait un business potentiel. En tout cas, on a été capable de valider qu'on apportait bien la bonne proposition de valeur, que notre solution était bonne et qu'on répondait bien à des problèmes d'utilisateurs. Aujourd'hui, je crois que c'est le numéro 2 mondial de la vente de chaussures en ligne. Alors, il y a une boucle dont je ne vous ai pas encore parlé. On a dit découverte du client, validation du client, potentiellement on réadapte le produit. Quand on réadapte le produit, la startup elle fait ce qu'on appelle un pivot. Une startup pivote lorsqu'elle change de produit pour répondre à un nouveau besoin identifié grâce au retour terrain en phase d'apprentissage. Pivot, c'est un mot qu'on entend énormément dans quasiment toutes les bouches aujourd'hui dans le monde des startups, qui veut un peu dire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Il y a des gens qui disent j'ai pivoté parce que j'ai changé de fonctionnalité, j'ai rajouté juste une fonctionnalité. Là, on est vraiment en train de parler de changer de produit parce qu'on a appris des choses grâce à des retours terrain, grâce à notre MVP. En gros, ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on proposait comme solution ne répondait pas à un vrai problème, mais on a été capable d'identifier d'autres problèmes, d'autres points forts qu'on avait, et on a proposé quelque chose. Ouais. C'est pas celui-là. Dans le Lean Canvas, pivoter, ça revient à changer seulement l'onglet solution ou ça revient à changer d'autres onglets de manière obligatoire ou ça revient à changer quoi? Il n'y a pas d'obligation. A priori, c'est au moins la solution. Parce que la solution pouvait être mauvaise, on jette complètement notre produit, on en fait une complètement nouvelle. Mais en fait, ça peut être tout changer. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir identifié des nouveaux problèmes. Tu peux t'être rendu compte que le problème que toi tu imaginais n'était pas le bon. Mais tes utilisateurs, manifestement, ils ont un problème, c'en est un autre. Donc ta proposition de valeur, c'en est une autre. Ta solution, ça sera probablement une autre. Donc finalement, ça peut impacter toutes tes cases. Un exemple, c'est Criteo. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En fait, Criteo, au tout début, c'était un service qui permettait de recommander des films. C'était ça la première version de ce qu'ils faisaient. En 2006, ils se sont rendus compte que recommander des films, ça marchait pas, ils n'arrivaient pas à avoir un business model, ils répondaient pas vraiment à des problèmes. Ils se sont dit, maintenant, on va se mettre à la recommandation de produits pour sites marchands. Donc eux, ils avaient développé une technologie de recommandation qui était vraiment bien, qui était basée sur un certain nombre de données sur les utilisateurs. Ils avaient mûri un peu une technologie, mais qui répondait à rien à ce moment-là. Et ils se sont dit, allez, on se lance sur autre chose, on se lance sur les sites marchands en 2006. Ils n'ont pas rencontré non plus le succès qu'ils attendaient en 2006. Du coup, en 2008, ils ont repivoté et ils ont dit, en fait, maintenant, on change notre business model. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on vend de la pub que les gens vont payer au clic, un peu comme Google AdWords, et on vend ça en disant qu'on est capable de recommander la pub à des utilisateurs très spécifiques. Bah, finalement, ils ont pivoté, vous le voyez, 2 fois. Puisqu'ils sont partis d'un produit qui avait absolument rien à voir, qui recommandait juste des films, et ils sont allés vers de la recommandation de produits marchands, puis un autre business model. Ok, on a validé le client. Je vous ferai pas la dernière étape de création de l'entreprise. On va juste faire la création de nouveaux clients. Donc on imagine qu'on a fait peut-être plusieurs fois la boucle, mais maintenant on a un produit dont on est plutôt sûr. On sait qu'il répond à un besoin, on a nos early adopters. On a mesuré des choses sur ce produit. Ce qu'on va vouloir, c'est créer des nouveaux clients, c'est générer de la demande, et on va commencer à suivre d'autres métriques que celles qu'on suivait jusqu'ici. Ça va être les métriques pirates. En fait, je voulais juste revenir sur le point précédent sur Criteo. Ces informations-là, elles sont facilement accessibles. Savoir la vie d'une startup ou d'une entreprise aujourd'hui, comment elle a pivoté, comment elle s'est rendue compte de ses erreurs. Est-ce qu'on peut trouver des exemples autres? Alors, il y en a plus ou moins accessibles que d'autres. Il y a Instagram, il n'y a pas longtemps, il y avait un schéma sur Instagram qui était sur Twitter, qui était assez parlant. Où en fait, je me souviens plus du nom du produit au début, mais Instagram s'appelait pas Instagram. Et eux, ils s'étaient dit que ce qui était compliqué, c'était de partager des photos entre ses amis. Du coup, le filtre, c'était même pas dans leur imagination, sauf qu'ils se sont rendus compte que les photos qui étaient partagées étaient souvent filtrées. Du coup, ils se sont dit, on va développer le filtre. Du coup, ils se sont dit, on refait une nouvelle version qui s'appellera Instagram et qui met les filtres et qui aide au partage. Et en fait, après, ils se sont dit, mais le partage, il y a d'autres réseaux sociaux qui le font aussi bien, donc on va se connecter à d'autres réseaux sociaux, et on va surtout investir sur les filtres. Donc en fait, ils sont partis d'un outil qui permettait juste de partager des photos, à un outil aujourd'hui, entre guillemets, je le résume beaucoup, mais Instagram, ça permet surtout de mettre des filtres sur les photos, de les retoucher facilement.
et de les partager sur Instagram. Et en général, comment on est courant de ça, c'est eux-mêmes qui vont écrire des billets de blog, qui vont raconter la vie de leurs produits, qui vont dire on a pivoté, parce qu'on travaille en ligne startup et qu'on a dû pivoter. Donc c'est comme ça, en se renseignant un peu sur internet, que tu peux découvrir des histoires de ce genre-là. À la fin, il y a une petite liste de choses pour aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. Je me rends compte qu'on n'a pas mis, on le mettra. Il y a aussi une conférence tous les ans sur Lean Startup. Donc il y a des gens qui viennent et qui expliquent comment eux ils ont vécu tous ces cycles, tous ces éléments. Donc là aussi tu peux avoir des informations. Je vais prendre le micro. Donc tu nous parlais de YouTube. La petite histoire de YouTube, à la base, c'était un site de rencontre dans lequel il fallait faire une vidéo de soi pour se présenter. Et donc la partie rencontre n'a pas du tout marché, alors que la partie vidéo a explosé, et aujourd'hui c'est devenu ce que c'est devenu. C'est comme Flickr, à la base c'était un jeu vidéo, un jeu de vidéo de pistes avec des photos, et donc il n'y a que la partie technologie photo qui a marché. Et il y a plein de... presque tous les grands produits d'aujourd'hui ont pivoté. Et après il y a des produits qui peuvent plus pivoter aussi, parce qu'ils ont investi trop d'argent dans ce qu'ils faisaient, donc ils ont des investisseurs qui sont un peu pieds et poings liés par des investisseurs, et du coup ils ne peuvent plus aller vers des pivots. Donc on en revient à notre création de nouveaux clients. La création de nouveaux clients, ce qu'on va suivre comme métrique, c'est ce qu'on appelle les métriques pirates, parce qu'elles font ARR quand on dit l'acronyme, c'est AARRR. Tout simplement. La première de ces métriques, ça va être l'acquisition. Comment est-ce qu'on va faire pour que les utilisateurs nous trouvent? Quand on teste l'acquisition, on est en train de tester la case canal du Lean Canva. On a imaginé des façons d'aller communiquer avec ces utilisateurs, mais finalement, est-ce qu'ils arrivent à nous trouver par ces canaux-là? Acquisition. Activation. Les utilisateurs sont venus pour la première fois sur votre plateforme, vous leur faites une proposition de valeur. Est-ce que cette proposition de valeur est à la hauteur de ce qu'ils attendaient? Correspondait bien à la publicité que vous en aviez faite, à ce que vous leur aviez dit sur vos canaux de communication? Et est-ce qu'ils vont réaliser une action la première fois qu'ils viennent sur votre plateforme? Rétention. Est-ce que vos utilisateurs reviennent? Est-ce qu'ils reviennent régulièrement sur votre plateforme pour à nouveau réaliser des actions? Ce qui est assez intéressant sur la rétention, c'est qu'il y a des business models qui en eux-mêmes tuent la rétention. On appelle ça des business models explosifs. C'est le cas de Mythic et de la plupart des sites de rencontres. Finalement, les sites de rencontres, quand vous allez dessus, vous avez la promesse de trouver la personne de vos rêves. Pour l'acquisition, ils se débrouillent, il n'y a pas de souci, ils font même des pubs à la télé. Pour l'activation, il n'y a pas de problème, vous êtes là, vous voulez a priori rencontrer la personne de vos rêves, les gens y vont. Oui, vous revenez tant que vous ne l'avez pas rencontrée, mais comme la promesse du site, c'est que vous allez la rencontrer. Et le jour où vous la rencontrez, ils vous perdent. Donc eux, intrinsèquement, ils ont ça à gérer aussi, c'est que la rétention est détruite par leur propre proposition de valeur. C'est des business models qui sont intéressants aussi à voir. Les revenus. Donc là, on a juste des utilisateurs sur notre plateforme qui viennent régulièrement. Comment est-ce qu'on les fait payer? Est-ce qu'on est capable de les faire payer? Est-ce qu'ils payent? Est-ce qu'on a envie qu'ils payent? Et finalement, et là c'est un peu le saint graal de toute application web, est-ce que les gens, naturellement, recommandent votre application? Donc est-ce que les gens génèrent eux-mêmes vos utilisateurs de l'acquisition sur votre plateforme? On voit sur le schéma, les barres sont de plus en plus petites, c'est parce qu'en fait on perd des utilisateurs au fur et à mesure qu'on suit ces métriques. Évidemment, le plus simple, c'est d'avoir des gens qui viennent sur votre plateforme. Le plus compliqué, c'est de les avoir tellement satisfaits qu'ils recommandent votre plateforme. Je fais juste un zoom sur l'acquisition. Certains d'entre vous vont à des meet-up. Il y en a que je vois s'inscrire sur des meet-up. J'ai vu ça sur Twitter aussi. Il y a pas mal de buzzwords qui existent, qui sont principalement au niveau de l'acquisition. Alors parmi ces buzzwords, je vous les cite rapidement, il y a Growth Hacking. C'est comment est-ce qu'on fait augmenter le trafic sur son site, si on résume très simplement. La viralité, comment est-ce qu'on fait pour que les gens partagent votre site aux autres utilisateurs et génèrent de l'acquisition. La gamification, vous avez tous joué à des jeux sur iPhone et à la fin, quand vous avez fini le niveau, vous pouvez le tweeter à vos amis, le mettre sur Facebook, etc. Ça vous fait souvent gagner des points. Ça, c'est de la gamification. Et on a un sujet qui est intéressant sur l'acquisition, c'est la publicité. Est-ce que la publicité, c'est un moyen intéressant d'acquérir des utilisateurs ? Alors la réponse, elle va être un peu molle, ça va être ça dépend. En gros, aujourd'hui, il y a un courant sur une startup qui dit si votre moyen d'acquérir des utilisateurs, c'est principalement de l'AdWords, ou que l'AdWords, vous payez au clic, en fait, votre modèle, il est difficilement scalable. Il va difficilement passer à l'échelle, puisque pour acquérir de nouveaux utilisateurs, votre seul moyen, c'est de payer. Donc
Donc en gros, plus vous payez, plus vous avez d'utilisateurs, mais soit alors votre taux de conversion il est immense et les gens payent beaucoup, et du coup ça vaut le coup, soit votre taux de conversion il n'est pas si immense que ça, et sur les produits web, les taux de conversion ne sont pas faramineux, d'autant plus sur les gens qui viennent de la pub, et là du coup, votre business model risque d'avoir un problème parce que dans votre cost structure, vous avez de la pub et cette pub elle coûte très cher. Par contre, si votre canal d'acquisition, on peut imaginer, je sais pas, c'est une revue étudiante, et que là vous payez un petit ticket d'entrée juste pour avoir un encart sur votre plateforme et commencer à générer de l'attraction, mais que vous savez naturellement faire de la rétention, etc. Là, ça peut être une bonne façon de faire. C'est pour ça que la pub, c'est pas oui ou non, mais la pub AdWords sur le web, donc quand on paye au clic, c'est des choses qui sont assez dangereuses pour les business models. À ce stade, notre produit il est en vie, et des utilisateurs qui s'en servent régulièrement. Ce que vous devez vous dire aussi, c'est maintenant comment je gère. Moi j'avais mes 3 fonctionnalités, mais j'ai plein d'idées d'autres fonctionnalités. J'ai des gens qui s'en servent et qui me disent tous les jours j'aimerais bien qu'il y ait des nouvelles choses sur votre plateforme. Qu'est-ce que je fais avec ces nouvelles fonctionnalités? Alors le ratio qu'on voit, c'est la loi de Pareto, c'est le fameux 80-20. En gros, dans Lean Startup, ce qu'on va plutôt faire, c'est travailler à 80% sur les anciennes fonctionnalités, parce que c'est ces fonctionnalités-là qui livrent la proposition de valeur, qui répondent aux problèmes. Et pour 20%, on va tester de nouvelles choses. C'est une loi que vous pouvez garder à l'esprit. Nous, ça nous aide à gérer avec Jérémy notre feuille de route de fonctionnalités. Et enfin, quand je vous ai parlé du MVP, le MVP c'est très macro. Finalement, le MVP c'est la première façon de rentrer dans votre boucle Build, Measure, Learn. C'est votre première construction la plus petite qui va vous permettre de mesurer des choses et d'apprendre des éléments. Avant, on n'a fait que discuter avec des utilisateurs. On a appris des choses, mais on n'a rien construit. Quand notre produit il est en vie, quand il est ouvert au monde entier, il faut aussi s'appliquer ce Build, Measure, Learn sur chaque fonctionnalité. Donc en fait, chaque fonctionnalité que vous allez sortir, vous allez essayer de vous demander quelle est sa valeur, à quel problème elle répond, à quelles conditions on peut dire que cette fonctionnalité est un succès ou non. Et il ne faut pas hésiter aussi à tuer des fonctionnalités. Plus vous gardez des fonctionnalités qui ne marchent pas, plus vous prenez de risques et plus vous allez investir sur des choses qui a priori ne fonctionnent pas. Donc autant se laisser la liberté d'ouvrir de nouvelles choses. LinkedIn fait extrêmement bien ça, sur les comptes premium. Ils testent énormément de fonctionnalités, ils n'hésitent pas à envoyer à leurs utilisateurs un mail en leur disant bah, en fait celle-là on l'a testée, ça n'a pas marché, on arrête. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Est-ce qu'à ce stade vous avez des questions? Ok, on vient de faire le Lean Canva, le Customer Development. Maintenant on va voir avec Jérémy comment on fait pour réaliser au plus vite cette boucle d'apprentissage de Build, Measure, Learn. Voilà, donc l'objectif, ça va être d'apprendre l'usage et l'impact de chaque fonctionnalité. On ne fait rien au hasard. Quand on a une idée de fonctionnalité, on veut développer une nouvelle fonctionnalité, il faut savoir mesurer l'impact qu'elle va avoir. Ce qui va nous permettre après d'apprendre et puis de l'améliorer, de décider de la tuer, de passer à autre chose, etc. Alors pour faire ça, donc, il faut surtout que chaque fonctionnalité soit mesurable et pour faire ça, on s'oblige à le faire. Donc on a un DOD, ce qu'on appelle donc Definition of Done. Pour qu'une fonctionnalité soit dite terminée, prodable, il faut remplir toutes ces conditions. Donc ça, c'est les conditions qui sont classiques. Donc mes tests unitaires donc pour les profils techniques passent au vert, c'est testé. Le code est relu par un autre membre de l'équipe. Enfin, ça, c'est des exemples. Et on va rajouter à ce DOD, il y a des mesures et des prédictions sur cette fonctionnalité. Donc je sais techniquement la mesurer, compter le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent, et j'ai une idée de ce que ça va faire, de l'usage que ça va produire. On a utilisé un template que je vous présente juste après, donc ça va nous permettre de dire si ça n'a pas marché, alors je vais faire ça, si ça a marché, alors je vais faire ça. Voilà, donc on ne déploie jamais une fonctionnalité en production si on ne sait pas la mesurer. Voilà, donc ça c'est le template qu'on utilise systématiquement pour chaque fonctionnalité. Donc première chose qu'il faut poser, c'est l'hypothèse. La fonctionnalité que je vais implémenter va générer tel usage. Un objectif chiffré qu'on peut vraiment mesurer, qu'on peut voir factuellement. Donc c'est quantitatif. C'est la mesure de l'usage qu'on attend. Voilà. Donc ça peut être 50% des utilisateurs en plus utilisent cette fonctionnalité ou cliquent sur ce bouton. Et ça va nous générer un apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on décide en avance. On se dit qu'est-ce qu'on fait si ça a fonctionné ou si ça n'a pas fonctionné. Donc ça, il faut avoir une idée avant de commencer la fonctionnalité. Il faut avoir une idée de ce qu'on va vouloir faire après, en deuxième étape.
Donc je reviens sur Alcurator, on va montrer quelques exemples de fonctionnalités qu'on a mis et dans lesquelles on a mis des hypothèses. Donc premier exemple, alors Alcurator à la base c'est une application web, donc il n'y avait pas d'application mobile et on s'est dit tiens on va essayer de faire une application mobile, donc d'abord sur iOS, et on s'est dit que le mobile va aller générer plus d'usages que le web. Donc objectif chiffré, on a réussi ici, le mobile génère au moins 60% des lecteurs sur la plateforme, donc plus de la moitié. Apprentissage, si c'est le cas, on investit sur la version mobile. Donc au début, c'était la version mobile, c'était vraiment basique, on pouvait juste lire des articles, c'est tout. Donc si ça marche, on va implémenter le vote, on va implémenter les commentaires, on va pouvoir partager dessus, on va pouvoir faire une version hors ligne, que je vais vous montrer après. Et si ça n'a pas marché, on arrête et on continue à se concentrer sur la version web qui fonctionne. Le résultat, voilà, donc sur cette courbe, alors en bleu vous avez les usages mobiles et en jaune les usages sur le web, et on voit que semaine en semaine ça commence à augmenter jusqu'à atteindre plus de 60% de lecture sur le mobile. Donc c'est gagné, on continue, le mobile c'était une bonne idée, on va continuer à investir là-dessus, rajouter des fonctionnalités. Il y a un moment où on s'est dit, on a eu des problèmes on n'avait pas assez de développeurs mobiles, le développeur mobile nous lâchait petit à petit et l'application mobile n'avançait pas assez vite par rapport à la version web. On rajoutait plein de fonctionnalités et l'application mobile était toujours un petit peu en retard. Donc on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire une version web mobile, comme ça, responsive, qui suivrait du coup toutes les fonctionnalités qu'on a envie d'implémenter très rapidement. Il y avait un problème, il y avait une petite contrainte, c'est que la version iOS proposait un mode hors ligne. C'est-à-dire que je pouvais aller dans le métro, et puis j'avais déjà préchargé mes articles et pouvoir les lire dans le métro où je n'ai pas forcément de réseau. Donc, est-ce qu'on passe en version web mobile? Est-ce que les utilisateurs utilisent majoritairement le produit dans les transports? Donc, objectif chiffré, on pense qu'au moins 50% des usages de mobile se font dans les transports en commun, donc à certaines heures. Apprentissage, si c'est le cas, la version web mobile qu'on a envie d'implémenter devra obligatoirement contenir le mode hors ligne. Si c'est pas le cas, on peut faire la version web mobile responsive, etc. et se passer du mode hors ligne qui est finalement pas si intéressant. Mesure, on s'est rendu compte, à 9h, à 18h, c'était les usages les plus importants de la version mobile. Donc c'est gagné, c'est ce qu'on pensait. On peut pas faire de la version web mobile responsive si on n'a pas ce mode hors ligne qui était un peu contraignant à l'époque techniquement. Alors j'ai une petite anecdote. Ce qui est intéressant aussi là-dessus, bon, c'est une application qui était pour nos collaborateurs, donc on a pu aussi balancer ceux qui partaient tôt le soir. Ce qu'on a pu voir sur les courbes qu'à 18h ils étaient déjà dans les métros, c'est juste n'importe quoi. Donc on a gagné de l'argent comme ça. Et puis on a identifié aussi les gens insomniaques qui utilisaient l'application à 3h du matin, il y en avait quand même pas mal. Voilà, donc on était compagnons de nuit aussi, on était plutôt contents. Alors troisième exemple, donc là je vous ai montré deux exemples où l'hypothèse a été validée, c'est bien ce qu'on pensait qu'il allait arriver. C'est pas toujours le cas, on se trompe des fois. Donc là on s'est dit, alors on avait une fonctionnalité dans l'application qui permettait de trier les articles, consulter les articles par catégorie. Donc j'ai envie de voir que les articles méthodo, j'ai envie de voir que les articles Ruby ou PHP ou n'importe quoi. Et on a fait beaucoup de changements sur cette fonctionnalité parce qu'on pensait qu'elle avait de l'intérêt, on était convaincus qu'elle avait de l'intérêt. On a changé plusieurs fois l'ergonomie, on a amélioré l'ergonomie et ça marchait toujours pas. Il n'y avait toujours pas beaucoup d'usage sur cette application. Donc on s'est dit, est-ce qu'on arrête? Donc objectif, s'il y a au moins 50 utilisations par semaine sur le fil par catégorie, on continue, on pense que ça va marcher. On peut encore améliorer l'ergonomie, on en est sûr. Donc si c'est le cas, on continue. Si on a moins de 50 personnes, on laisse tomber cette fonctionnalité. On a beaucoup d'autres fonctionnalités sur lesquelles on peut se concentrer. On passe à autre chose. Résultat, 5 utilisations par semaine. Epic fail. Donc, personne n'utilisait cette fonctionnalité. On a beau essayer, on s'est dit, bon, on a plein d'autres choses plus intéressantes à faire, quoi. On arrête. Alors ce qui est intéressant sur ça, comme a dit Jérémy, c'est qu'on a insisté plusieurs fois sur les catégories. Donc, en fait, dès le début, on n'avait pas des chiffres qui étaient plus brillants que 5 clics par semaine. Sauf que ce qu'on faisait mal au début, c'est qu'on n'imaginait pas l'apprentissage qu'on aurait en avance. En fait, on se disait pas, et si on échoue, qu'est-ce qu'on fait? Donc on était devant des résultats et on se disait, bon c'est sûrement qu'on a mal fait quelque chose, on va aller un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin. Au final, sur
l'application qui avait coûté une vingtaine de jours de développement, on en a bien grillé quand même 5, donc quasiment un quart de notre temps sur ces catégories qui servent à rien. Donc c'est ça aujourd'hui notre recommandation, c'est quand vous posez vos hypothèses, vous imaginez vos mesures, imaginez aussi quelle va être l'action en cas de succès et l'action en cas d'échec. Et s'il n'y a pas d'action, posez même pas une hypothèse en fait. Alors, vous avez le risque de ne pas savoir quoi faire ensuite avec le résultat, quoi. Alors pour pratiquer Lean Startup, il faut tester rapidement. Quand on a des idées, il faut aller les essayer rapidement pour apprendre vite et pouvoir... alors on a peu de temps en général quand on fait du Lean Startup, c'est qu'on n'a pas énormément de temps. Donc il faut pouvoir rapidement avoir des nouvelles idées et répondre aux besoins. Mais aller vite, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire faire les choses à l'arrache. Donc c'est souvent le problème sur ce genre d'application. Voilà, donc on a chez Octo Technologies, on a une conviction, donc c'est quelque chose qu'on tire des gens du web. Donc, ça s'appelle le software craftsmanship, qui dit que la qualité d'une application, la qualité du code, du développement en général de l'application n'est pas négociable. Il faut absolument faire quelque chose de propre. Il faut être pragmatique et il faut partager ses connaissances. Donc, je vais vous montrer après. Partager ses connaissances, ça veut dire ne pas être le seul à savoir ce que fait un bout de code, quoi. Donc assurer la qualité. Donc on a alors le but de cette petite partie, ça va pas être de rentrer vraiment dans les détails. Je vais pas vous montrer beaucoup de code, pas du tout même. Je vais pas vous rentrer dans les détails étape par étape sur comment il faut faire. C'est plus pour vous donner une idée, pour vous dire ça existe, il faut faire ça. Donc technique ou pas, allez renseignez-vous sur ces méthodologies. C'est extrêmement important, c'est essentiel, on pense, pour pouvoir faire du Lean Startup. Voilà, donc des bonnes pratiques de développement. Pour les profils techniques, je vous conseille de lire le livre Clean Code, qui offre plein de conseils pratiques pour réaliser du code propre. Faites des tests automatisés. Travaillez avec vos collègues. Mettez-vous à deux sur une fonctionnalité. Prenez votre temps. Ça permet d'échanger les connaissances. Ça permet justement de faire en sorte de ne pas être le seul à savoir comment le code marche. Donc faites-le à plusieurs. En plus, c'est ludique. Ça motive, et faites revoir votre code avant de passer un code en production. Vous le passez à votre collègue et vous lui dites de le relire. Donc nous, ça, on le mettait dans notre DOD. Quand on finissait une feature, il y avait Christopher, moi, qui allait relire le code pour avoir des avis et l'améliorer si besoin, quoi. En fait, pour le faire super simplement sur cette partie, tout ça peut sembler être un facteur de coût. C'est coûteux en temps de mettre toutes ces bonnes pratiques dans du code. D'autant plus, je vous ai dit, s'il faut le MVP, on va le jeter, on va en faire un autre. Mais ce qu'on veut en Lean Startup, c'est quand on a notre conclusion, quand on a nos chiffres, on veut ne plus pouvoir douter. Et notamment, si j'ai un doute, parce que je me dis peut-être que la fonctionnalité en production, elle est juste cassée, et que c'est pour ça que les gens s'en servent pas, ça m'ira pas. Donc ce qu'il faut, c'est être sûr de la qualité de ce qu'on développe, même si on est en train de faire du Lean Startup, et même si on est en train de tester des choses. Voilà, c'est pas de l'arrache. Voilà, donc quelques techniques pour développer rapidement, c'est donc l'intégration continue. Quand je développe une feature, immédiatement elle est disponible sur un environnement qui ressemble à la production, qui est l'image de la production sur lequel je peux tester. Voilà, donc en permanence. Feature flipping, c'est quelque chose qu'on a utilisé très souvent. C'était pratique justement pour les mesures que je vous ai montrées juste avant. Si on a des fonctionnalités qui arrivent trop vite, on a le risque de mettre en production deux fonctionnalités en même temps qui peuvent agir sur la même mesure. Donc ça, c'est un gros danger parce qu'on ne saura pas conclure sur les features qu'on a développées. On ne va pas savoir si c'est cette feature ou cette feature qui a agi sur nos mesures. Donc le feature flipping, ça nous a permis de mettre en production tout le temps et d'activer les features que qu'on en avait besoin. Donc j'ai deux features en production, j'en ai une qui est activée, je fais mes mesures dessus, j'en fais mes conclusions, terminé, je peux activer la deuxième. Et sans avoir codé, sans avoir touché au code de l'application, j'appuie sur un bouton et la feature elle est activée directement. Donc je peux passer à mon nouveau test. Donc ça, on en a vraiment abusé. Et mise en production continue, vous avez une feature qui est terminée, attendez pas 2 mois avant de la mettre en production, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas totalement terminée, essayez-la directement. Ouais. Je crois qu'on a une question au fond. On a le profil hyper technique de la salle. Cool. Mais à propos du feature flipping, vous risquez pas quand même de... Enfin, vos utilisateurs, ils ont un truc qui arrive, ok, ils le testent, et 2 jours plus tard, ils sont habitués et tout, ils sont contents, et ils disparaissent du jour au lendemain. Et... Alors, en général, on active les features. Ça nous est arrivé de désactiver les features, mais en général, ils ont des nouvelles choses.
Après, il y a tout un pan dont là on parle pas, qui est la relation avec le client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, tes clients, tu leur donnes une fonctionnalité, et du jour au lendemain, sur ton application, elle peut mourir, cette fonctionnalité. Et même quand on vous dit il y a que il y a 5 personnes qui cliquaient sur les catégories, bah, du jour au lendemain, j'enlève les catégories, ces 5 personnes-là, ils sont perdus dans leur flux d'informations. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que systématiquement, quand on a retiré des fonctionnalités, on a pris le temps avant d'échanger avec les utilisateurs, donc ça n'a pas été brutal. On leur a demandé comment ils s'en servaient. Des fois, on a appris des choses aussi. Ils utilisaient la fonctionnalité comme une espèce de hack d'une autre fonctionnalité qu'on n'avait pas. Donc ça nous a permis d'apprendre des choses et voilà, on a essayé de ne pas être brutal. Et je pense que plus il y a d'utilisateurs, plus il faut prendre le temps de gérer justement ces désactivations de fonctionnalités. Ouais, mais la plupart du temps, ça servait surtout à ne pas avoir 2 fonctionnalités en même temps. On en active une en premier, on fait nos conclusions et on active la deuxième ensuite. On a une nouvelle fonctionnalité qui se rajoute. Ça, c'était le cas principal. Alors, pour faire d'une startup, on est convaincu qu'il faut être agile. Il faut appliquer les méthodes agiles. Donc, je ne vais encore une fois pas rentrer dans les détails là-dedans. Documentez-vous, renseignez-vous sur la méthode agile. Vous en aurez besoin si vous voulez vous lancer dans le développement d'une application en ligne startup. Donc, l'agile, ça vous permet d'être incrémental. Ça veut dire pas faire une feature qui fait la vaisselle et le café directement. Faites petit à petit, vous l'améliorez petit à petit. Ça s'adapte facilement au changement, on en a besoin en ligne startup, on change tout le temps, les idées s'améliorent, on a des nouvelles idées, on tue des choses qui apparaissent. Pragmatique, déploiement continu, je vous en ai parlé. L'agile va nous permettre de prioriser les fonctionnalités. Donc on parle aux clients qui ont plein d'idées, on ne va pas tout faire d'un coup. Souvent on va faire qu'une toute petite partie, mais ça nous permet de prioriser plus facilement, de savoir à quel moment quelle fonctionnalité est la plus importante. Et ça permet d'améliorer le produit en continu. Voilà. L'agile, ça parlait à tout le monde? Ouais, ok, super. Parce qu'on s'est épargné le schéma avec les cycles, etc. Mais au moins. Ok, bah écoutez, une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est terminé. Peut-être une mauvaise nouvelle, je sais pas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, le parcours qu'on a essayé de faire, c'était vraiment on va dire les grands concepts d'une startup. Comment est-ce qu'on commence quand on a une idée? J'espère que si demain vous avez une idée, vous savez maintenant par quoi commencer. Comment est-ce qu'on teste à moindre coût ces idées? Quel est le cycle de vie du produit en fonction du niveau d'échange qu'on a avec les clients? Et comment bien faire le produit? Donc c'était une partie un petit peu plus technique, mais qui est aussi essentielle. C'est vraiment quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour réaliser un bon produit. Ce qu'on dit, c'est qu'avec l'agile, le software craftsmanship, on fait bien le produit, et avec le Lean Startup, on fait le bon produit. Voilà. Et les deux ne vont pas l'un sans l'autre, à notre avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en aurai une pour vous juste après, donc ne fuyez pas. Mais avant, on prend toutes les questions que vous voulez. Wow. Ça va venir. Ah. Alors après, on prend, je crois, un apéro aussi. Donc, on pourra aussi discuter avec un verre à la main. Ça pourrait être plus sympa. Donc le Lean Startup peut être utilisé uniquement si on peut lancer un prototype à moindre coût. Parce que là on a parlé là on est donc sur tout ce qui est programmation, donc application. Ouais. Donc au niveau des coûts, si on les rassemble en 4 catégories, il y a acquisition client, un peu les ressources humaines, tout ce qui est technique et l'infrastructure. Donc ici on se place sur, on va dire qu'on est programmeur. Donc au niveau des ressources humaines, on peut lancer un prototype rapide. On a la technique, l'infrastructure, on n'a pas besoin de grand chose. Ouais. On va se placer maintenant sur une application type réseaux sociaux où en fait ton application elle va être de qualité, elle va être efficace uniquement s'il y a un grand nombre de clients, on va dire, qui vont être sur cette application. Est-ce qu'on peut quand même appliquer le principe de Lean Startup, sachant qu'on va devoir entraîner donc des coûts importants pour acquérir des clients, ou au moins trouver des solutions qui permettent d'acquérir des clients à moindre coût, parce que pour lancer un prototype où il nous faut 100 000 utilisateurs sur notre application, avec le Lean Startup, ça va être difficile. Alors en fait, je vais répondre à ta question, après j'irai plus loin, même dans le monde de l'industrie. Il existe des choses en Lean Startup. C'est pas les mêmes délais, on n'est pas dans la mise en production à la journée. Mais... Donc pour répondre à ta question, le Lean Startup, il y a deux choses. Il y a cette boucle Build, Measure, Learn, donc au final il n'y a pas vraiment de notion d'argent. Nous on n'a pas arrêté de vous dire, c'est si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez le faire. Parce que ça coûte pas cher. Maintenant, si le MVP ne peut marcher que si y a 1 million d'utilisateurs sur la plateforme et qu'il faut réussir à les acquérir, en amont de ça, tu peux avoir testé ta proposition de valeur.
Tu peux avoir testé si ton réseau social répond à un problème auquel aujourd'hui aucun réseau social du monde ne répond. Si c'est pas le cas, va falloir, je pense, s'accrocher pour aller détrôner Facebook si c'est juste un nouveau je partage des images sur un mur. Tu vas pouvoir avoir testé aussi tes customer segments. Donc en gros, pour moi, tu peux quand même le faire, même si tu as besoin d'énormément d'argent à la fin pour y aller. Ce que ça va changer, c'est que très tôt dans ton cycle, c'est probable que tu aies besoin d'avoir des investisseurs. Ça va te rajouter une complexité supplémentaire de dire il y a quelqu'un qui a mis $1 million sur la table, et de temps en temps, il va falloir que je lui dise non, il va falloir que je sois capable de lui dire mes mesures, elles m'ont montré qu'on se plante. Donc ça implique des choses qui sont un petit peu différentes. Une erreur des startups qui ont souvent beaucoup d'argent et un modèle qui est basé uniquement sur la croissance par acquisition, en gros ils disent on va faire de l'argent que si on acquiert énormément d'utilisateurs, c'est quand ils font des levées de fonds, ils investissent quasiment intégralement dans de l'AdWords, dans de l'acquisition, dans de la pub, dans aller à des salons pour récupérer des gens, et pas dans l'amélioration du produit. Donc ça veut dire que le produit en lui-même, il n'est pas capable d'arriver jusqu'au Saint Graal qui est le référal, vous savez, la dernière étape où c'est les utilisateurs entre eux qui s'appellent, mais finalement on va réinvestir uniquement pour simuler de l'acquisition, pour pouvoir redemander de l'argent ensuite, parce que du coup notre courbe elle est jolie, elle monte. Voilà, c'est ce problème-là qu'on peut avoir, donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, parfaitement. Du coup, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pourriez nous conseiller des ouvrages pour nous permettre donc de connaître comment on va tester ces propositions de valeur, ces customer segments? Parce que du coup, on est moins dans l'Lean Startup, on est plus sur l'étude, on va dire, du produit avant la mise en... comment dirais-je, avant de créer le prototype et de le mettre sur le marché en quelque sorte. En fait, si tu as besoin de tester, par exemple, sur un customer segment que tu connais pas, tu peux imaginer la bonne vieille stratégie qu'a fait Soon, la banque en ligne récemment, c'est la landing page. Tu fais juste une landing page avec une vidéo qui va être juste les maquettes des graphistes, qui va montrer à quel point ton réseau social il va être génial. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste tester ta communication sur la landing page pour voir le recrutement que tu arrives à faire sur ta landing page. Donc est-ce que tu arrives à avoir 1 million de personnes finalement qui laissent leurs coordonnées pour être rappelées le jour où ton réseau social se lance. C'est ce qu'a fait Soon. Ça coûte forcément plus cher qu'un petit MVP qui serait juste une démo de ton réseau social. Mais si tu as besoin de ça, tu peux aller vers cette solution-là. C'est ce que Dropbox a fait au début en mettant juste une vidéo de leur service. Après, il y a juste un risque quand tu fais ce genre de choses. Ça a été le petit souci de Soon à son lancement. Donc, ça s'appelle Soon. Ils sont restés avec une landing page pendant 6 mois. Donc du coup, ça finit par générer un petit peu de frustration et de mécontentement quand ton application s'appelle bientôt, mais qu'en fait pendant 6 mois, tu leur mets juste une vidéo. Donc il faut aussi être capable de mesurer ça. Ça va être quoi ton temps minimal de développement à partir du moment où tu as suffisamment d'utilisateurs pour te lancer. Après, dans le monde de l'industrie, je revenais sur ça, dans le monde de l'industrie, c'est très compliqué parce qu'ils ont des machines lourdes souvent à construire. Ces machines, même quand ils font du lean, elles mettent parfois 8 mois à sortir. Par contre, s'ils utilisent beaucoup, c'est les phases en amont. Ils sont en train de se dire, et si en fait on allait présenter la machine qui n'existe pas au client, sans lui dire qu'elle n'existe pas. Donc là, assez récemment, j'avais un exemple, je ne peux pas dire le nom, mais c'est une entreprise qui travaille dans les machines à affranchir, légèrement sur le déclin avec la poste qui va de moins en moins de courriers envoyés. Et ils se sont dit, avec tout le savoir qu'on a, on est capable de faire une machine sur laquelle, quand tu poses un paquet, ça l'emballe en mettant uniquement la taille qu'il faut pour emballer ton paquet, et du coup réduction du carton de 30 à 40% du coup pour chaque emballage. Ce qu'ils sont allés faire, c'est qu'ils ont fait des slides en disant la machine on l'a au garage, c'est bon, elle marche, et ils sont allés faire le tour de leurs clients potentiels en leur disant est-ce que tu es prêt à acheter ça? Parce que ça va te faire économiser de l'argent, combien est-ce que tu es prêt à payer? Donc en fait ils ont finalement testé, ils ont imaginé un customer segment, ils ont imaginé un problème qu'ils avaient, ils utilisent trop de carton, ils ont imaginé leur solution, leur proposition de valeur, et ils sont allés la tester. Et quand ça a marché, ils ont mis en branle derrière la chaîne de production pour réaliser la machine. Donc voilà, ça marche aussi dans ce type d'industrie. Juste le micro. Ah oui, le micro, né. Pour compléter rapidement la réponse de Christopher, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un excellent levier aujourd'hui qui est le crowdfunding finalement, qui te permet à la fois de mettre en visibilité ce que ton produit va faire, le financer à travers ce que les gens vont poster, et finalement, vu que les gens qui auront payé, ils auront payé pour, ça sera tes premiers utilisateurs en fait.
Donc finalement, ça te permet de tester l'idée, récolter les fonds pour le construire et finalement avoir tes premiers utilisateurs. Donc c'est un super outil pour finalement tester et valider quelques hypothèses que tu auras posées. Maintenant, soit ça marche pas. Ouais, pour rebondir sur ça, alors ça sera peut-être un peu compliqué si tu attends le million d'utilisateurs pour te lancer. Par contre, ce qui est bien avec ces solutions-là, c'est comme on disait tout à l'heure, quand les gens promettent qu'ils vont payer, ils ne le font pas forcément. Là, ils ont déjà mis la carte bancaire. Donc, ils ont déjà engagé de l'argent pour ton produit. Donc tu as un niveau quand même d'acquisition d'early adopter qui est un petit peu supérieur. Je crois que c'était par là. Moi, c'était une question personnelle pour votre équipe. Ça a été quelle partie dans le développement de l'application ou même du cycle Lean qui vous a posé le plus de problèmes? Est-ce que vous avez des retours d'expérience qui sont parlants et qui nous disent attention, cette partie, par exemple, est-ce que c'est la partie build à la fin, une fois que vous aviez votre idée, qui a été la plus longue, ou pour vous, ça a été de mesurer ou encore de tirer des enseignements? Alors, je dirais qu'on a fait nos armes sur mesurer et enseigner. En fait, le plus gros retour d'expérience qu'on a, c'est les quelques slides qu'on vous a montrés, avec hypothèses. Je remonte, hein, mais finalement, c'est ceux-là qui sont pour nous le plus gros retour d'expérience qu'on peut vous donner aujourd'hui. Sur la phase de build, ça s'est plutôt bien passé. On avait réussi à identifier quel était le produit minimal. En plus, on est content, on n'a pas surinvesti. On s'est rendu compte qu'on se trompait de cheval de bataille assez rapidement. Donc ça, c'était assez intéressant. Le retour d'expérience que je peux vous faire aussi, c'est de tester énormément de Canva. Et même des choses un peu folles. Il y a eu un jour où on s'est dit, mais en fait, cette application, on va peut-être pouvoir la vendre au RH. Donc nous, notre application de partage de contenu dans les entreprises, parce que ça contribue à la formation continue. Finalement, les gens partagent du contenu entre eux, ça élève le niveau de l'entreprise. Nous, on y croit en plus, c'est ce qu'on fait à Octo. Donc allons voir des RH et ils ont peut-être de l'argent à débloquer sur ça. Bon, il s'avère qu'on a de la chance, on avait des RH sous la main et on a aussi d'autres entreprises qui nous ont accueillis pour en parler. Et non, en fait, clairement, quand nous, on a fait... Vous avez un problème sur la formation continue, dès le début, non. Ah mince. Et vous avez d'autres problèmes, oui, mais alors là, c'était très loin de... peut-être les CV, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce n'était pas notre outil qui allait y répondre. Après, ce qu'on a appris, il faut voir ce qu'on va en faire. On a appris qu'il y avait d'autres problèmes. Bah, peut-être que demain, notre projet ne marche pas, ou il marche super bien et nous, on en sort, et on va faire autre chose, et ça sera ça. Ce qu'il faut... Alors là, c'est très personnel comme retour. C'est aussi accepter, je le disais au début, l'échec, l'erreur. On est dans une culture où échouer, c'est mal. Finalement, il y a des gens qui investissent sur nous. Aujourd'hui, on a le patron de la boîte qui met de l'argent, on est crise économique, etc. On a envie de faire des choses bien avec cet argent. Mais en fait, quand on échoue, c'est pas en insistant et en lui disant « si, remets un peu au portefeuille, ça va marcher, tu vas voir », qu'on fait gagner quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc il faut accepter qu'on a pris des hypothèses, on était vraiment convaincus. Tous les gens qui font Lean Startup, ça a l'air d'être une démarche très analytique, mais en fait ils parlent du gut feeling, vraiment j'y vais avec mes tripes, quoi. Mon idée de base, j'y vais avec mes tripes, j'y crois. Mon idée de base. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus dans le j'y crois, il ne faut pas tomber dans le fanatisme où en fait tu es tellement sûr que, quelles que soient les mesures, quels que soient tous les gens qui te disent que ça marche pas, et tous les chiffres qui te montrent que ça marche pas, continuez à investir. Voilà, je dirais que c'est ça le plus gros... Ouais, c'est pour toi, c'est pour toi. Vous parlez de l'importance de rencontrer des personnes et de rencontrer des bonnes personnes, des personnes qu'on ne connaît pas. Et du coup, c'est quoi les meilleurs endroits en fait pour rencontrer ce genre de personnes? C'est ton réseau. Hein, alors nous, on avait particulièrement de la chance parce qu'on avait nos utilisateurs, c'était nos collègues en fait. Donc, rencontrer des personnes, on allait voir nos collègues qu'on ne connaissait pas, les nouvelles personnes qui arrivent. On allait leur demander directement est-ce que tu n'as pas une demi-heure pour une petite interview. C'est ça en fait, c'est tes amis, enfin pas forcément justement tes amis, mais c'était si tu sors d'études, tu as déjà un réseau d'anciens collègues, tu peux aller les voir, tu peux aller les recontacter. Tu arrives dans une nouvelle entreprise, n'hésite pas à aller rencontrer des gens. C'est vraiment ton réseau, quoi. Après, pour compléter ça, aujourd'hui sur les 4 Steps to the Epiphany, nous on a l'étape où on cherche à... On est encore un petit peu entre la validation de ce qu'on a fait et la création de nouveaux clients. On est dans le curseur entre les deux. Puisque, comme on l'a dit, on a validé des choses en interne. Ce qu'on cherche, c'est les valider en externe. Ce qui marche bien pour recruter des gens qu'on ne connaît pas, c'est les meet-up. Aujourd'hui, c'est un super outil d'aller dans des meet-up. Tu peux faire une présentation assez facilement. En fait, ça tombe bien. On parle du Lean Startup, c'est un sujet un peu à la mode.
Donc j'y vais en parler, et à la fin on échange des cartes de visite, ça permet de revoir des gens. Twitter, hashtag curation, et là on a sorti un paquet d'utilisateurs, puisque notre outil c'est un outil de curation. SlideShare, il y a des gens qui parlent, qui ont sûrement écrit du contenu sur le sujet que tu essayes d'adresser. C'est souvent des experts, ils ont souvent un réseau, va les voir. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, des fois on entend mais on va les déranger ces gens-là, je vais pas aller tweeter quelqu'un comme ça que je connais pas. Mais en vrai les gens c'est assez rare qu'ils se plaignent qu'on leur demande leur avis. En fait c'est même plutôt le contraire. Quand on leur demande ce qu'ils en pensent, ça devient plutôt des early adopters. Donc du coup faut pas hésiter à utiliser ces sources-là. Après on va rebondir sur t'as le crowdfunding et t'as les gens qui mettent de l'argent, tu peux aller essayer de leur parler. Tu vas avoir les réseaux sociaux au sens large du terme. Donc pour moi dans cette étape-là, il faut faire feu de tout bois. C'est tout ce que tu peux trouver comme source, t'y vas. Par contre, c'est très chronophage. Pour le coup, là, on est dans une phase où moi, j'ai de moins en moins de temps sur le produit et je passe de plus en plus de temps à appeler des gens, à échanger sur les réseaux, etc. pour avoir un maximum de contenu. Pas d'autres questions? Ok, alors comme on a fait le tour, super. Donc on vous a dit, nous on est Lean Startup à fond, on mesure tout. Donc on s'est fait un slide pour cette présentation. Donc notre hypothèse, alors il n'y avait pas la question à la fin, notre hypothèse c'est cette présentation va vous intéresser. Sinon je ne serais jamais allé voir David en lui disant ça va vous intéresser. Et il m'aurait jamais laissé parler. David était intéressé, mais David c'est un peu comme ma mère, donc ça comptait pas. Donc, ça arrive. Ce qu'on va mesurer, c'est ce qu'on appelle le ROTI. Alors chez Octo, ce qu'on appelle le ROTI, c'est le Return on Time Invested, donc le retour sur investissement que vous avez fait en venant ici ce soir. C'est une note de 1 à 5 qu'on donne avec la main tous ensemble. 1 étant, c'était le pire moment que vous avez passé de votre vie, vous auriez aimé être n'importe où ailleurs qu'avec nous. 5 étant, vous ne pouviez pas investir, 0 n'existe pas David. 5 étant, vous ne pouviez pas mieux investir votre temps que d'être ici ce soir pour vous. Vous avez fait un bon investissement, vous avez appris des choses, vous partez avec le contenu que vous attendiez. 3 étant l'intermédiaire, et puis 2 et 4 pour les gens qui sont un petit peu à cheval. Donc nous, on s'est dit, ça va vous intéresser, donc le ROTI, on a des convictions, on y va, on dit le ROTI va être supérieur ou égal à 3. Et alors, comme je vous l'ai dit, il faut travailler les apprentissages avant, sinon on ne conclut pas. Donc supérieur à 3, on va continuer de la jouer cette formation, on va l'améliorer, prendre vos retours, etc. Inférieur à 3, on va se casser avant l'apéro, probablement en pleurant, et on ne se parlera plus jamais. Donc ça se fait comment? On lève tous la main? On lève tous la main. On secoue, parce que c'est hyper important. Je vais faire 3, 2, 1, et on va tous mettre une note entre 1 et 5. Vous gardez la main levée un tout petit peu, parce que sinon je ne sais pas compter. Ça marche? Allez, 3, 2, 1. Ok, merci. On va rester. On va rester à l'apéro, je crois. Si vous voulez aller plus loin, dernière chose, on va mettre l'après sur SlideShare. On fait pas mal de meet-up avec Jérémy, il y a du contenu qu'on publie sur ces sujets-là. Le blog d'Ashmoria, qui est une mine d'or, sur les questions que vous allez vous poser aussi sur les investisseurs, comment valider mon business model. Running Lean d'Ashmoria, qui est sorti en français, comme je disais tout à l'heure. The Lean Startup d'Eric Ries, évidemment. Je pense que vous l'avez déjà tous lu en venant aussi. Four Steps to the Epiphany. Et puis après, il y a des meet-up sur le Lean Startup, dont un qui est très bien, c'est Lean Startup Workshop, où vous pouvez venir avec vos idées, et il y a des experts qui vous aident gratuitement à passer par les étapes du Lean Canvas, à imaginer avec vous des business models. Je crois qu'il y en a un le 19 juin, donc vous pouvez aller sur meetup.com, sur le site des meetup, Meetup sur Google. et vous inscrire pour ce meetup. Merci.